Je veux pas faire une licorne, moi. Je veux faire une multi-billion-dollar compagnie. Les licornes, ça m'intéresse pas. Je trouve ça bullshit au possible. Ce mec, c'est Maxime Blondel, aka Blondie. Il était aux côtés d'Oussama Ammar en 2018 chez The Family avant de fonder son propre startup studio, The Quest. Il va nous donner les secrets des startups parisiennes, comment ils ont craché des boîtes alors qu'ils avaient levé plusieurs millions d'euros, mais aussi comment Xavier Niel bosse avec lui au quotidien. Et plein d'autres surprises. Installe-toi confortablement et profite de ce banger. De mes 20 à 30 ans, je n'optimise qu'une seule chose, c'est la quête, l'apprentissage. Je m'en fous à 30 ans de pas être riche. De mes 30 à 40, j'optimiserai tout pour être richissime. Sur 10 boîtes qu'on finance et qu'on accompagne chaque année, on fait que succès. J'ai un ami, je le trouve incroyable parce que quand il va en date Tinder, la première question qu'il pose, au bout de quelques minutes, c'est quand est-ce que tu veux des enfants? La question, elle est trop bizarre, tu connais pas la personne. On est les plus gros perdants dans cette histoire. Nous, on a investi 12-18 mois de notre temps et de notre cash parce qu'on paye les factures pour 0 €. On a touché 0 € de Rebel Train. Fait tâter petit à petit le business en ligne, quoi. Qu'elle se trouve, parce que j'ai pas envie d'être son manager. Ouais, c'est la limite, elle est fine. Ouais, c'est compliqué. Ouais, encore plus quand t'es un mec avec une meuf, ça peut vite être paternaliste, mauvais bail. Et tu peux vite prendre un rôle qui est pas le tien. De ouf. Et j'ai vu plein de potes à qui ça s'est fini entre leurs meufs parce que justement, ils étaient... Elle veut faire quoi? Elle sait pas, en fait. Donc moi, je lui donne des pistes, tu vois. Tu sais ce qu'on peut faire? Ça. Parce que ma meuf, elle se lance aussi. Ça tourne. Ok, vas-y, mais on peut continuer. Tu sais ce qu'on peut faire? Parce que moi, je crois beaucoup, par exemple, ma meuf, je veux pas la coacher. Ouais, pareil. Et donc, je la mets en relation avec mes associés. Ouais. Qui n'ont pas d'affect, enfin, beaucoup moins que moi, tu vois. Et en plus, donc, je pense, le font beaucoup mieux. Mais ce qu'on peut. Moi, la mienne, elle veut faire une sorte de personal shopping. Okay. Où elle va voir des mecs qui sont des cadres, qui commencent à être dans des grosses réunions ou passer à la télé, ou des entrepreneurs, et qui ont un besoin de s'habiller bien, qui ont aucun style, pas de goût, et donc ils vont la payer pour son goût. Elle veut un peu redorer le blason du styliste comme ça, et une fois que les mecs riches lui ont fait confiance pour les rhabiller, elle s'occupe de leur déco d'intérieur, de leur choix de maison. Tout ce qui est du goût dans leur vie, ils n'ont pas de goût. Et en vrai, moi je suis bon en boîte de produits, mais en boîte de service, je suis pas si bon que ça. Ouais. Et du coup, je les ai mis en relation avec Palam et Adams. Si tu veux, j'ai de la tienne et t'as de la mienne. T'as l'air bon en service. Ouais, carrément. Moi, j'aurais pas d'affect pour la tienne et t'auras pas d'affect pour la mienne. Nous, ça peut être marrant. Comme ça, tu te... Et moi, tu vois, elle a même pas d'idée encore, tu vois. Genre, je lui fais tester du closing, je lui fais tester du freelance, je lui fais tester... Moi, quand le sol est fertile, que la feuille est blanche, c'est là où je préfère. Bah, justement, ouais. Vas-y, carrément, bon, si ça dit, on fait ça en vrai. Ça fait plaisir d'avoir. Tu vois, on enchaîne. Le but, c'est d'être authentique. Ouais. Donc, pas de cut. J'aime bien briser la glace par un petit concept. J'appelle ça fast question. C'est-à-dire, je te donne une question, tu dois direct répondre en quelques mots, rapide, efficace. Allez, feu. Nom, prénom. Maxime Blondel. Âge. 29. Chiffre d'affaires du mois dernier. Chiffre d'affaires du mois dernier. Nous, The Quest, on génère 1,5 million à l'année et on crame 1,5 million à l'année, ce qui fait tourner la boutique. Maintenant, notre métier, c'est pas une boîte à cash flow. On crée des sociétés dans lesquelles on a des parts qui, eux, ont un chiffre d'affaires. Donc là, ça fait 4 ans et demi, je peux te dire, le portfolio, l'ARR cumulé, a dépassé les 23 millions le mois dernier. 23 millions par mois, le mois dernier? Non, en ARR. En ARR. Ok. Donc divisé par 12, faites les calculs. Voilà. Nombre total d'associés. On a 20 lignes au portfolio, on a créé 20 sociétés. La moyenne, c'est qu'ils sont en général 2 cofondateurs, donc une quarantaine. Ok, tu réponds à la prochaine question. Nombre de sociétés où tu es actionnaire? Une vingtaine. Alors non, parce qu'en perso, j'ai une vingtaine d'investissements start-up, donc une quarantaine. Quarantaine. Ouais. C'est quoi ta zone de génie? Je crois que c'est de motiver les gens et faire croire aux gens en eux. Leur faire croire qu'ils peuvent faire des choses qu'ils ne pensent pas pouvoir faire et ils les font. Et après, on se regarde et on fait bon, on l'a fait. Ok, incroyable. C'est pas grand chose, hein, mais ça a un peu de valeur. Un peu quand même, ouais. Ouais, mais bon. Tu mets de l'étincelle sur du gasoil, quoi. Mettre l'étincelle, allez, ça me va. C'est quoi la première chose que tu fais quand tu te réveilles en te levant? Malheureusement, comme beaucoup de gens, hein, j'ai une addiction au smartphone, donc je check mon phone. J'essaie de changer mes habitudes. Mais moi, je dirais que en général, je snooze et je me remets 30 minutes. Hein. Je vais pas vite. Pareil. On a tous les mêmes problèmes. La start-up où t'aurais rêvé d'être au board? Oh, Airbnb. Ouais, c'est ma boîte préférée. La pire start-up qu'on t'a pitché? La classique, partage de fiches entre étudiants. Toutes les semaines. Ouais, j'en ai marre. L'outil que tu as découvert dernièrement que tu recommandes? L'outil, là dernièrement, Napkin AI. Tu mets du texte et ça te le met ça te fait un schéma visuel. J'ai envoyé ça à mes équipes. J'ai vu, tu l'as partagé sur X aussi. Ouais, c'est vrai, sur Twitter, exact. Ouais. J'ai checké, je vais le tester bientôt. Excellent. Je voulais commencer justement cet échange sur un sujet qui, moi, revient souvent dans mes échanges avec les différents entrepreneurs. Ouais.
et où moi je suis aussi assez externe à ça, c'est l'univers de la Startup Nation à Paname. Toi, tu es un vétéran, tu étais aux côtés de Oussama Ammar à l'époque pour The Family. Ouais. C'est quoi un peu ton avis sur la bulle de la Startup Nation à Paris? Il n'y en a pas. Par définition, les startups early stage sont survalorisées jusqu'à la série A. Donc, dès que tu parles de valo pré-seed ou seed, évidemment que les boîtes ne valent pas la valo dont on parle d'elles. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire. Oui, donc tu es une startup, par définition, tu as un produit. Tu peux être une IA, un logiciel SaaS, une app mobile. On va prendre ces trois-là pour rester simple. Mais tu as un produit digital. La plupart du temps, c'est ça. Et tu as une équipe qui, donc, ce produit, c'est une solution qui résout un problème. Donc, ce problème, il est positionné sur un marché, un persona client, etc. Comme dans le service, à la définition que ce n'est pas des humains qui vendent leur temps pour résoudre les problèmes des clients, c'est le produit qui résout le problème des clients. Et ça a une vertu, c'est que les produits ont une fonction de scalabilité en eux intrinsèquement, où tu peux délivrer à l'échelle de plus en plus de clients et ça te coûte de moins en moins cher. Là où, quand tu fais une boîte de consulting, tu as de plus en plus de consultants, de plus en plus de problèmes, de plus en plus d'étages dans tes bureaux. C'est cette fonctionnalité de scalabilité fait que des investisseurs qu'on dit des venture capitalistes, des VC, décident le plus tôt possible de mettre de l'argent en essayant de détecter les prochains Google, Facebook, etc. Et c'est toujours survalorisé. Un round de pré-seed dans la Silicon Valley, un round de pré-seed, il va être autour de 5 millions d'euros de valorisation. Okay. Et ça va être un chèque d'1 million d'euros. Un round, une levée de fonds, tu vends toujours entre 15 et 25% des parts de ta boîte. Donc, disons un quart à chaque fois. Et donc, tu vois, dans la vallée, un pré-seed, c'est 5 millions. Et donc, tu peux lever 1 million d'euros à valo 5 millions, sauf que tu lèves 1 million d'euros sur une idée. Et donc, évidemment que ta boîte ne vaut pas 5 millions d'euros. Un seed dans la vallée, il est à 15 millions de valo. Ouais. Une série A, tu montes à plus de 30 millions. En France, un pré-seed, c'est entre 1 et 2 millions. Quand même. C'est quoi? C'est si tu as les bons contacts que tu as ce genre de valorisation? Oui, de toute façon, à part nous, il y a très très peu de monde qui font du pré-seed en France. Ok. Quelques business angels et The Quest, en vrai. Il n'y a pas de structure de pré-seed. Après, tu as des fonds de seed qui mettent à des valos entre 5 millions et 15 millions pour les plus grosses pré-seed, on va dire. Je schématise, il y a des exceptions. Et les séries A, en France, sont plus autour de entre 15 et 20 millions. Mais dans ces trois phases-là, à aucun moment, les boîtes ne valent vraiment leur valo. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc, par définition, on peut l'estimer une bulle, mais ce n'est pas le sujet. Le sujet d'un investisseur, c'est je vais tenir 10 ans avec mon fonds, parce que l'argent qu'il lève, il le lève pour 10 ans, pour le déployer sur 10 ans avec des management fees pour se payer un salaire sur à peu près 10 ans. Okay. Et sur 10 ans, il doit faire un nombre X d'investissements, disons 50. Sur les 50, leur but, c'est qu'il n'y en a qu'un seul qui leur amène plus que la mise des 50. Et donc, ils partent du principe que 49 vont aller tapis. En tout cas, s'ils le font bien, leur métier, ils comprennent que c'est un numbers game et que c'est ça, ce qu'on appelle les unités économiques de ce modèle économique. Ouais. Et donc, en fait, de l'extérieur, ça paraît irrationnel et ça l'est. Mais d'ailleurs, ce que je trouve que les investisseurs français font mal, c'est qu'ils ne comprennent pas que les meilleures startups sont des outliers. C'est-à-dire qu'ils essayent d'appliquer des modèles probabilistiques et dire, alors nous, on va prendre des founders, il faut tous qu'ils aient des grandes écoles, histoire de McKinsey. Ils essayent de rationaliser leurs investissements. Je comprends. Sauf que tu prends les startups américaines, tous ceux qui ont passé sur Uber, tous ceux qui ont passé sur ces genres de deals, c'est parce qu'au démarrage, une startup, ce n'est pas impressionnant. Et les founders ne peuvent ne pas l'être au démarrage. Et donc, nous, c'est notre thèse avec The Quest, c'est les outliers, c'est-à-dire les anomalies probabilistiques, les anomalies de marché. Et donc, si ça, c'est ta stratégie, bien sûr, c'est une stratégie du chaos. Mais donc, tu donnes beaucoup trop d'argent à des valos trop grandes, à des gens qui, entre guillemets, ne le méritent pas. Mais le jeu est designé tel quel. Et à la fin, si ça tourne depuis 20 ans et que ça continue de tourner et que ça fait tous les 5 ans, on dit c'est la bulle, c'est la bulle, c'est la bulle, bah en fait, c'est peut-être il n'y a pas de bulle. C'est juste que c'est un grand casino et tout le monde est heureux de jouer au casino. C'est juste qu'il y a 1% des investisseurs qui sont gagnants à la fin, très gagnants, et que les 99 autres, ils sont encore heureux de payer leur ticket de loto et ils achètent de l'espoir. Donc, c'est pas une bulle. Je pense pas. Moi, je pense que c'est un casino. C'est très différent. Très, très intéressant ton point de vue et hyper complet comme réponse. Et toi, vu que tu as justement de l'expérience et de l'ancienneté sur ce marché-là, est-ce que tu as vu une évolution depuis ces 8 dernières années, au niveau du volume de personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat de la startup? D'où vient cette évolution? Est-ce que c'est via Oussama Ammar? Est-ce que c'est via d'autres leviers? Comment tu as vu
Comment tu as observé ça? Depuis 5 ans, ça s'est effondré. C'est-à-dire que, donc moi, je te l'ai dit, j'ai travaillé 2 ans à The Family et Kusama de 2017 à 2019. À ce moment-là encore, beaucoup de gens voulaient faire des startups. Ok. Tu sortais d'école de commerce, d'ingé ou d'université, dans ta tête, c'était startup. Même si tu faisais une agence, tu avais l'impression que tu la présentais comme une startup. Ok. Et là, il y a eu un switch depuis le Covid. L'infoprenariat et le dropshipping ont pris vraiment les devants. Nous, on le voit à The Quest, c'est marqué. Hein. On marque produit tech, projet tech, startup, builder. Et en fait, tous les jours, on a des infopreneurs et des agences qui postulent. D'accord. Donc, je pense que c'est pas grave, ils n'ont pas compris. Mais ce que je vois, c'est que là, aujourd'hui, tout le monde veut faire du cash sur Internet et que la quête startup, elle intéresse beaucoup moins de monde. Mhm. Mais c'est un sujet d'éducation. C'est juste que les Yomi, même Oussama maintenant avec ses formations et d'autres, ont pris beaucoup plus les devants sur les réseaux. Donc, naturellement, le marché se fait éduquer par eux et que ça va être notre rôle à The Quest dans les prochaines années de se faire une petite place et de dire il y a une autre forme d'entrepreneuriat. C'est l'entrepreneuriat logiciel, technologique, deep tech, tout ça. Ok, donc c'est justement là où je voulais après te questionner, c'est vu qu'Oussama a aussi évolué via ses relations avec Yomi, etc., en fait, c'est limite la personne qui éduque le marché, les personnes qui éduquent le marché sur un peu ton futur et le futur du business en France. Sur les jeunes, sur la population jeune pirate, oui, je pense totalement, ouais, t'as raison. Donc les start-upers avant étaient plus des jeunes pirates aussi? Ouais. En fait, on va le faire avec un schéma. Sur 10 jeunes en 2014 versus en 2024, sur 10 jeunes qui voulaient lancer une entreprise, 8 sur 10 voulaient faire une start-up. Aujourd'hui, sur les mêmes échantillons de 10 personnes, 8 sur 10 veulent faire du cash en ligne. Mhm. L'intention, la quête, elle n'est pas du tout la même. Et la façon d'arriver au One Piece, du coup, elle n'est pas du tout la même. Ouais. Et donc, il y en a beaucoup moins qui lancent des logiciels, beaucoup moins qui lancent des apps mobiles, etc. Mais il y a toujours un petit bastion sur Twitter, sur Reddit, sur Discord, qui sont des pirates de la tech. Donc nous, on va juste là, pour l'instant. On a besoin d'en détecter que 10 par an. Donc ça va encore. Pour le volume qu'on fait, moi, je ne suis pas à plaindre. Mais je le vois que structurellement, le marché, il a changé. Ouais. Avec The Quest, vous êtes, si je comprends bien, vraiment focus sur l'aspect tech. Vous accompagnez, vous n'investissez pas du tout dans d'autres industries? On l'a fait pour survivre. En fait, quand on a démarré The Quest il y a 5 ans, ça ne s'appelait pas The Quest et la thèse n'était pas le programme d'entrepreneuriat dédié aux 17-27 ans, ingé, geek, tech. Ça, on l'a découvert l'année numéro 3, que c'était notre vraie thèse, notre vraie mission. Les 3 premières années, moi, j'avais travaillé à The Family et je trouvais que les batchs étaient trop grands et j'étais frustré de pas assez mettre les mains dans le cambouis. Donc, je voulais faire un peu, j'appelais ça une cour de récré entrepreneuriale, où chaque année, j'avais 3 idées de start-up. Et pour chacune, je trouvais le bon CEO. Et je l'aidais après pendant 12-18 mois à trouver ses cofondateurs, sortir le proto, faire le go-to-market. Et on avait qu'un ADN bootstrap, on les poussait à ne pas lever des fonds. D'accord. Donc j'ai fait ça pendant 3 ans. J'ai eu de la chance parce que... donc j'ai appris à ce moment-là que c'est un modèle économique qui existait, qui était très rare et auquel personne ne voulait jouer parce qu'il est très dur, ça s'appelait Startup Studio. C'est normalement un modèle économique que tu fais quand tu es un repeat entrepreneur qui a vendu une boîte plusieurs centaines de millions d'euros, ce qui n'était pas mon cas. Donc c'était un peu insolent de vouloir jouer à ce jeu. J'en avais pas conscience. Moi, je me suis juste dit, je vais m'amuser en fait. Et pendant 3 ans, on a fait logiciel autofinancé, app mobile autofinancé et quelques agences autofinancées, agences de services. Donc on avait une agence de SEO Secret. Après, on a eu les pilotes en ads, on a eu My Name is Bond sur Instagram. Quoique les unités économiques sont plus celles d'un SaaS, c'est des robots qui font office de consultants. Moi, je voulais juste m'amuser, entreprendre, avec des copains notamment, et je me suis rendu compte qu'un tiers des sociétés qu'on créait à ce moment-là, c'était des boîtes de services, et que le seul intérêt des boîtes de services, c'était de sortir le cash mensuellement. Ça tombe bien, pour pouvoir continuer au jeu des startups, moi j'avais besoin de pouvoir financer mon salaire, les locaux que tu as vus qu'on a au cœur de Paris, et l'équipe que j'avais envie de monter autour de moi. Et à ce moment-là, je me dis, mais en fait, on va continuer les agences, le temps d'avoir assez de résultats avec les startups pour que des financiers nous donnent de l'argent, ce qu'on appelle des LPs, des Limited Partners, ou des Business Angels, nous disent, on vous donne de l'argent pour faire ces startups. Au début, ils ne voulaient pas. Il n'y avait personne pour nous en donner. Donc on s'est dit, bon, on va le faire en autofinancement. On va le faire, alors des focus, mais avec des bouts de ficelle. Ouais. Et ça a été une bonne décision parce que déjà, on s'est fait la main pendant 3 ans. Et on avait besoin de se faire la main, je pense. On s'est autofinancé et on a appris plein de trucs en fait. Et au bout de 3 ans, on s'est dit en fait, on a des boîtes qui ont les moyens de lever des fonds, des startups.
Peut-être qu'en fait, notre thèse, elle n'est pas bootstrap. Notre thèse, elle est peut-être ailleurs. On s'est rendu compte que nos meilleurs résultats, et nous, notre kiff, il était sur les drop-out, les jeunes, les geeks, et que c'était peut-être ça notre bonne thèse. Donc, on a changé de nom, on s'est renommé The Quest, et depuis 2 ans, on fonctionne, nous, en levant des fonds, et on déploie des chèques des tickets de 100K à une dizaine de jeunes chaque année. Et maintenant, on le fait, notamment, on a de la chance, Xavier Niel et Kima qui nous ont fait confiance et qui cofinancent la moitié de tous les chèques qu'on délivre. Incroyable, on en parlera après de cette collaboration qui certifie un peu, qui tamponne le The Quest. On l'aurait jamais eu l'année 1. Ouais. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce qui a changé dans le marché, c'est que de 2020 à 2023, il y a une forme de bulle où tu as trop d'étudiants d'HEC et de Polytechnique qui arrivent à lever sur un deck, c'est-à-dire sur des slides, à des valos beaucoup trop grandes. On avait des seeds qui étaient de l'ordre de 15 millions, etc. Okay. Et toutes les boîtes que tu vois aujourd'hui qui disent banqueroute, toutes les startups dont on va passer en ce moment, en fait, elles ont levé à des valos trop grandes sur des decks, elles n'ont jamais eu de product market fit, très peu de clients ou pas de clients, elles ont couru après leur valo, et là, elles n'ont plus d'argent. Et puis personne ne veut leur en redonner parce que les gens vous disent la dernière valo, c'est 15 millions. Bah ouais, j'ai plus envie d'investir. J'ai plus envie d'investir. Et donc, ils ne courent pas leur valo, donc ils meurent. Tu as tous ceux qui ont pris des PGE pendant le Covid aussi. Donc, des prêts garantis par l'État. Okay. Sauf qu'à un moment, il a fallu rembourser. Et là, l'État, il devient un peu chaud là-dessus. Ils veulent que tout le monde rembourse. Et donc, tu te prends des pressions de l'État, de l'URSSAF, etc. Et donc, tous ces gens-là qui ont levé des fonds pendant cette période-là, 95% m'a tapis. Okay. C'est l'hécatombe dont on parle. C'est le sentiment de bulle. C'est pas le sentiment de bulle. Il y a eu une micro-bulle pendant le Covid où les valos se sont envolés, on ne savait plus trop où on était. Là, le marché s'est bien régulé. Je trouve que les valos sont beaucoup plus rationnels. Les entrepreneurs lèvent quand ils ont des résultats. Beaucoup moins sur des slides, à part quand tu as un CV vraiment incroyable. Mais pas un CV de j'ai fait HEC Polytechnique. C'est j'ai travaillé chez Facebook pendant 2 ans. Tu vois, pas le même CV quand même. Donc, je trouve que le marché là se rationalise. Et nous, la chance qu'on a eue, c'est que pendant 3 ans, on a fait des boîtes bootstrap. Et qu'aujourd'hui, on a des logiciels, des apps mobiles qui nous délivrent des dividendes. Parce que par définition, il n'y a pas d'investisseurs qui ont posé des valorisations sur ces sociétés-là. Donc, elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Au board, elles n'ont pas d'actionnaires externes qui leur demandent de faire de la croissance, etc. Elles sont libres de faire ce qu'elles veulent. Et quand il y a de l'EBITDA, ça sort du dividende et nous, on reçoit des dividendes. Tu vois. Ce qui est très rare chez les startups. C'est clair. On n'en parle jamais, mais les startups sont ultra déficitaires. C'est pour ça qu'elles lèvent des fonds, mais elles sont une quête de croissance. Pas de sur-rentabilité et délivrer des dividendes à leurs actionnaires. Donc, on a eu de la chance. Nous, là, on est à une phase où on a créé son investissement The Quest Hippodrome, où on lève de l'argent auprès de Business Angel et de LPs pour après redéployer cet argent à des jeunes builders. On commence à avoir des dividendes et nos agents sont en train de les vendre. Voilà. Ok. Ouais, moi, je prends un peu la casquette du newbie parce que je ne suis pas du tout dans cet écosystème startup. J'ai vu We Crashed et j'ai vu la série sur Uber, tu vois. Ouais. Et pour moi, effectivement, quand il y a le mot startup, pour moi, ça équivaut à, entre guillemets, avoir vraiment une mission, un combat, changer une verticale dans un marché. Et c'est ce que tu disais juste avant sur l'aspect, ils lèvent énormément de fonds, ils sont rentables au bout de 10, 15 ans, même pas, des fois. Et en fait, c'est juste, tu changes les modes de consommation carrément des personnes. Est-ce que vous, à The Quest, c'est l'ambition que vous avez, c'est aller chercher des projets aussi faramineux? Nos 3 premières années, on a fait, je dirais, des startups bootstrap assez rationnels, c'est-à-dire qui ont tous un plafond de verre aux alentours de 10 millions d'ARR. Là, on le voit, on a un SaaS qui plafonne à 6 millions d'ARR. Pareil pour une de nos apps mobiles. En fait, on a fait des projets amusants qui ne vont pas rebattre les cartes d'une industrie. Donc, ce n'est pas vraiment des Uber, Airbnb, Facebook, etc. Mais c'est des belles boîtes tech. Et là, on passe dans une phase où on se permet de faire la moitié de projets très rationnels dont on sait que les projets ne sont pas assez fous pour conquérir le monde, mais ils atteindront les 10 millions d'ARR. Et on fait une autre moitié où là, on prend des paris de soit on est ridicule, soit on est des génies. Et donc, je peux te dire, on fait une boîte qui essaie de réinventer l'analyse de sang. D'accord. Donc, aujourd'hui, ça se fait de façon chimique. Tu prends plein de poches de sang à des gens, tu les passes en labo, ça tournicote, tu mets des trucs, réaction chimique. Aussi à la série, là, ouais, bien sûr, comment ça s'appelle Holmes, Elizabeth Holmes. Oui, exact. On nous fait beaucoup la rêve parce qu'en plus, la fondatrice, c'est une médecin, femme. Et le CTO, c'est un polytechnicien. Donc oui, c'est juste que je pense qu'aujourd'hui, on est dans un paradigme technologique qui fait que ce serait possible. Je pense qu'il n'aurait pas à mentir. On peut faire. Donc, c'est une boîte de quantum computing et on veut faire des analyses de sang par la lumière, donc pas par un procédé chimique. D'accord. Donc, tu vois, c'est un projet ultra deep tech.
On fait des apps mobiles maintenant. Dès qu'on fait une app mobile sociale, on la lance directement aux US. La France ne nous intéresse plus. Donc, tu vois, on se dit, on a envie de faire le prochain Insta, le prochain Snap, le prochain Biril, le prochain Zenly et quelques boîtes deep tech où, pareil, on peut se dire, ouais, genre, c'est peut-être le prochaine grosse boîte de pharma. On se permet ça maintenant. Tu es dans une mentalité très fun et folle. Je vois que les projets, plus trop par rapport à avant. C'est-à-dire, tu prends des risques sur des projets où j'ai l'impression, je sais pas si tu as un niveau de maîtrise qui est sur le produit. En fait, est-ce que ça importe dans ton choix ou pas? Pas forcément. Nous, on a un métier RH. On doit être les meilleurs pour attirer les meilleurs jeunes entrepreneurs à nous, détecter qui sont forts et les accompagner et les financer au mieux. C'est ça notre métier. C'est un métier ultra RH en fait. Okay. Nous, The Quest, c'est pas du tout scalable. Par contre, tu vois, sur Spectra, la boîte d'analyse de sang, la première chose que j'ai dit à la fondatrice, c'est pourquoi tu postules chez nous? Je ne comprends rien à ton sujet. Je ne vais pas pouvoir t'aider sur le produit. Et elle venait pas pour ça. Elle me dit non, j'ai bien compris. C'est à moi d'être fort sur mon produit, d'être fort sur mon marché, mon sujet. Et c'est ça chez tous nos meilleurs jeunes entrepreneurs. En fait, ils font tous. Il y en a qui font dans la blockchain, il y en a qui font dans les apps mobiles, il y en a qui font dans la deep tech, etc. Et bien sûr qu'on commence à avoir vu tellement de sujets qu'on sait creuser des sujets, trouver les bons advisors dans chaque industrie, etc. Mais nous, notre métier, c'est d'être des généralistes de l'entrepreneuriat et de les aider à faire le moins d'erreurs létales, bien choisir leur cofondateur, faire une bonne phase de go-to-market, faire un bon prototypage, bien identifier son problème, bien identifier son persona. En fait, créer des fondations à la boîte qui sont solides. Donc, nous, on doit les aider à faire le moins d'erreurs possible sur les 12-18 premiers mois. Mais sur la partie cœur de métier, si au bout de 2 mois, ils ne nous apprennent pas des choses sur leur industrie, c'est très inquiétant. D'accord. Et en général, on se met autour de la table, on dit écoute, on est inquiet parce que tu as l'air moins précis sur ton sujet que nous. On a mieux compris ton marché que toi. Ça, c'est inquiétant. Et est-ce que ça t'est déjà arrivé? Bien sûr. Tu as des exemples concrets où vous êtes quoi? Vous vous retirez du deal ou comment vous... Non, mais d'abord, on se met autour de la table, on est grand et on se dit voilà, il y a un problème. On va pas mettre un tapis, on va soulever le tapis, on va se dire les choses. C'est pas agréable. Et on va essayer de réagir et tous les mois, on refait le point et on voit si ça a changé, on voit si tu as compris. Donc, on a ce métier un peu de kiné pour entrepreneurs, moi je dis. C'est-à-dire qu'on les manipule pour leur bien. Et il y a des séances où ça marche pas et des séances où ça marche bien. Et après, on les met dans l'action, et on se met dans l'action avec eux et on voit si ça prend. Mais sur 10 boîtes qu'on finance et qu'on accompagne chaque année, on fait que 3 succès. Okay. Donc il y en a 3 qui... Qu'est-ce que tu appelles succès? Succès, c'est ils arrivent à 50 000 de MRR, donc autofinancement, ou alors belle levée de fonds avec des beaux investisseurs. Okay. Donc avec ces 3-là, on sait que donc ça nous prend 12-18 mois. On sait qu'en rajoutant 12-18 mois additionnels, sur les 3, il va en rester que 1 ou 2. Okay. Et notre jeu, encore une fois, c'est qu'on veut faire ça 10 ans, le faire sur si possible, au moins une centaine de boîtes. Et je sais qu'il n'y a que les 5 lignes en haut du portfolio qui vaudront quelque chose et que les 95 autres ne vaudront rien. C'est quelque chose que tu savais au départ en lançant ça? Tu t'es rendu compte avec les Non, on s'est rendu compte au fur et à mesure que c'était un numbers game, que c'était une loi de Pareto hyper resserrée. Non, moi j'ai démarré The Quest. Si j'avais su tout ce qui m'attendait, je n'aurais jamais fait. C'est le pire business model du monde. Tu mets de l'énergie sur du chiffre d'affaires qui n'est pas propriétaire de toi. Tu vois, nous, on a en moyenne 15% des parts dans une vingtaine de sociétés. Mais si ces sociétés ne veulent pas délivrer de dividendes, font des reports à nouveau, par exemple, nous, on travaille pour du cash qu'on ne peut pas atteindre avec la main, tu vois. On est des actionnaires minoritaires. Donc non, c'est un très mauvais business model. Par contre, intellectuellement, c'est incroyable. La vitesse et la magnitude à laquelle j'ai progressé ces 5 dernières années, je pense que tu peux pas trouver ça ailleurs. Et maintenant, je suis capable de parler, je pense, à n'importe quel entrepreneur. Que tu fasses une app mobile sociale aux US, une deep tech dans la médecine, une boîte d'éducation, une agence de SEO, ou que tu te lances en freelance, je suis pas bon partout. Moi, je préfère le produit et je préfère les entrepreneurs ambitieux, mais je peux coacher et aider tout le monde. Donc du coup, pas de regret par rapport à ces 5 dernières années? Tu comptes continuer? Ouais. Non, pas de regret. Pas de regret. Je peux te le dire je crois que je l'ai jamais dit. À mes 20 ans, j'ai planté une première boîte. J'ai arrêté mes études et en 11 mois, j'ai planté une première boîte. On a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Spoil pas, j'ai fait mes recherches. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais maintenant? Est-ce que je retrouve un taf? Est-ce que je me relance? Bon, spoiler alert, je me suis relancé. La deuxième boîte, ça a duré 2 ans. J'ai réussi à la revendre. Mais à ce moment-là, j'ai fait un pacte avec moi-même que j'ai écrit dans mes notes iPhone. Je suis très note iPhone, à la Orelsan, tu vois. J'écris tout. Et je me suis dit, de mes 20 à 30 ans,
je n'optimise qu'une seule chose, c'est la quête, l'apprentissage. Je m'en fous à 30 ans de pas être riche. De mes 30 à 40, j'optimiserai tout pour être richissime. Et là, tu vois, j'ai 29. Il va y avoir un petit bilan mi-2025. Mais voilà, j'ai tout optimisé pour apprendre et vivre des choses folles. Tu as été invité à quelques kermesses, les grosses soirées qu'on faisait. J'ai vécu en coloc à 5 avec mes associés en mode hacker house. Et j'ai travaillé sur une quarantaine d'entreprises ces 5 dernières années. J'estime que j'ai pas de regrets. Incroyable. Et du coup, est-ce que c'est pas frustrant justement de voir tous ces entrepreneurs s'épanouir un peu dans toutes les niches dans lesquelles ils sont et de pas lancer toi ta propre, ça a été une question. Business? Ça a été une question pendant un moment. Je me suis dit que si je faisais un seul SaaS et que je mettais l'énergie que j'y mettais, là aujourd'hui, 5 ans après, il sera à plus de 30 millions d'ARR, tu vois. Je pense, avec l'énergie qu'on y a. T'as des idées dans tes notes iPhone Bien sûr, le truc c'est que moi, ma vraie passion, c'est de trouver la bonne personne pour mener cette idée qui serait meilleure que moi encore. Et aujourd'hui, je n'ai pas trouvé une idée où je serais meilleur qu'à The Quest. Ok. Donc, je l'ai pas fait. Sinon, je l'aurais fait, franchement. Et franchement, je pense que je suis piqué à ce jeu de pouvoir tous les ans avoir 10 tickets de loto, 10 industries que je peux découvrir, 10 entrepreneurs différents qui vont m'apprendre des trucs en vrai aussi. Ça, c'est... Je sais pas comment expliquer, hein, c'est une drogue dure. Hein. Ah ouais? Ouais. Tu connaissais pas le modafinil, mais cette drogue-là, tu la connais. Ben non, mais vraiment. Quoi? C'est voir s'épanouir les gens que tu kiffes? Moi, je kiffe voir... tu leur fais la courte échelle et tu vois que rapidement, ils ont plus besoin de ta courte échelle et tu les vois arriver à des résultats que tu n'aurais même pas imaginé pour eux. Tu les vois faire des trucs de fou. Ça, c'est grisant. De voir... en fait, leur permettre d'atteindre en 1 an ce qu'ils auraient fait probablement en 5 ans tout seuls, moi, c'est ma drogue dure, j'avoue. Incroyable. Et t'as des shots tous les combien de temps? Des shots comme ça? Des shots de drogue comme ça, ouais. Ces 4 dernières années, il y en avait 1 par mois. Et là, vu qu'on a augmenté les volumes... Ouais, là, en ce moment, on a 1 par semaine. Une fois par semaine, on a une news incroyable. Un mec qui a fait un lancement, qui a fait un pic viral, un buzz, tu vois. Un gros client qu'on signe avec tel SaaS qu'on n'aurait jamais pensé signer. Un nouvel entrepreneur qui veut rejoindre The Quest. Là encore, tu vois, hier, je faisais un déjeuner avec une équipe de 3 mecs qui font des apps mobiles. Je leur vois une courbe d'apprentissage potentiel comme j'en ai rarement vu ces 5 dernières années. Je trouve qu'ils pensent bien. Je trouve que malgré qu'ils soient dans le consumer mobile, ils sont éthiques. Parce que quand tu fais du consumer mobile, il faut faire effet de levier sur les vices des gens. Le FOMO, la scarcity, ce truc-là. Et ils ont une forme d'éthique que j'aime bien. Ils sont très forts en distrib. Ils ont l'air pas mauvais en produit. On avait fait un déj avec eux il y a 3 semaines. Ils faisaient 50K de MRR avec leur app mobile. On leur a donné 2-3 conseils. On leur a dit on se refera un déj plus tard. En 3 semaines, ils sont passés de 50 à 80 et nos conseils, ils les ont appliqués. Enfin, je sais pas si t'imagines. En 3 semaines, ils sont passés à l'action et ça a eu des résultats incroyables. Donc là, on est arrivé au déj, on avait tous le sourire et on va continuer de travailler ensemble, tu vois. Et ça, quand tu fais, c'est incroyable. Et sur cet exemple-là, c'est pas des, entre guillemets, des débutants. Ils ont déjà 50K de MRR, c'est du solide déjà. Est-ce que vous les accompagnez? C'est des profils que vous prenez quand même? Non, c'est des débutants, c'est ça qui est drôle. D'accord. On pense que pour faire ça en produit, là, pour faire 50K de MRR, eux-mêmes ne savent pas comment ils ont fait. Et c'est pour ça que ça a été aussi facile au déjeuner de leur dire, écoutez, vous n'avez pas compris. Faites juste ça. Je peux vous garantir que dans 6 mois, vous êtes à 200 000 de MRR. Et pareil, ils avaient un mauvais plan, ils voulaient se défocus de l'app qui commence à faire du revenu. Je fais non, vous avez un début de product market fit. Il faut appuyer fort dessus et beaucoup plus fort. Et eux, ils voulaient faire une nouvelle app. Ah non. Non, ce qui est drôle, c'est que c'est des débutants, mais qui ont énormément de potentiel. Par contre, ce que je te confirme, c'est que dans 24 mois, ils seront beaucoup plus forts que moi. Okay. Et ça, c'est grisant. De voir des gens... Tu te fais vieux. Ouais, mais ça te challenge aussi. Je me dis, putain, faut que je reste à la page, tu vois. Mais moi aussi, quand je vois sur les réseaux sociaux, tous les 4 matins, un nouveau gars qui se lance en personal brand ou qui apporte de la valeur sur certains sujets, le mec, il a 18 ans. Ah ouais. Je suis là, j'ai 26 ans, je me dis, mais putain, je suis à la traîne. C'est les vertus de la compétition. Ça t'oblige à... C'est un esprit compétitif, c'est vrai que c'est challengeant. Ouais. C'est cool, on a parlé plein de sujets, donc on a un peu dévié du plan que j'avais fait, mais c'est le but justement de cet échange. T'inquiète. Moi, je voulais qu'on parle, justement, tu l'as un peu évoqué, du bootstrap et de justement cet effet que les gens cherchent à avoir du cash flow rapidement. Quelles sont les méthodes que toi, tu implémentes avec les personnes que tu accompagnes pour faire du cash et monétiser rapidement sans avoir justement à être en 2014 à devoir lever 1 million, 5 millions
Quelle méthodologie t'implémentes selon les industries peut-être? En fait, on fait tout l'inverse du marché startup, de la Startup Nation, comme tu dis. Nous, on passe pas un mois sur notre deck. On va pas dans les événements, conférences, je sais pas quel salon pour serrer des paluches. Enfin, Ok. on ne cherche pas des articles dans la presse, on cherche pas à avoir des likes sur LinkedIn si on n'en a pas besoin pour faire de l'acquisition client et que c'est inscrit dans un funnel d'acquisition. Non, ce qu'on leur demande, c'est OK, quel est le problème douloureux, viscéral et urgent que tu as identifié sur le marché? Quelle solution technologique, SaaS, mobile app, tu penses peut résoudre ce problème? Quel est on commence à faire des maquettes, on le code, on le met en ligne. On le met en ligne quand on trouve le produit moche et on fait ce travail de CTVP, tu sais, Channel, Target, Value Proposition. Mais on essaie de comprendre psychologiquement, intimement les habitudes du persona qu'on adresse, comprendre plus granulairement que la moyenne du marché le problème qu'on attaque, donc essayer de faire une meilleure solution. Et après, en parallèle de ça, par exemple, pour une app mobile, on va créer un TikTok jour 1. Imaginons qu'on fait une app, je vais te dire un exemple qu'on a en ce moment, une app de coaching en nutrition avec l'IA. Jour 1, ce qu'on a fait, en parallèle de faire le CTVP, interview utilisateur, prototypage, etc., on a un compte Insta qui s'appelle, je crois, @myfuturebodyai ou myidealbodyai. On va même en créer plusieurs. Et on va tous les jours tester des TikTok. Donc, c'est un compte faceless. Et on va tester des TikTok pour voir quelles sont les propositions de valeur, les hooks qu'ils prennent. Et donc, qu'est-ce que notre produit doit avoir comme hook aussi, en fait? Quelle proposition de valeur? Et franchement, ce qui est incroyable avec TikTok, c'est le pont entre l'offre et la demande le plus rapide de l'histoire, à l'échelle scalable, qui n'ait jamais existé. Et donc, tu fais un TikTok qui part viral, ça confirme notre thèse qu'il faut construire cette app mobile. On regarde les commentaires, et les gens dans les commentaires, c'est fou. Ils te livrent, ils te disent, ils t'expliquent ce qu'il y a caché derrière le problème qu'ils vivent, en fait. Psychologiquement, en termes d'habitude, qui ils sont, tu vas sur leur profil, tu fais « Ah, c'est donc cette typologie de personne, ma cible. » Donc, on fait ça, ce qui fait que très rapidement, on est connecté au marché, on a des utilisateurs payants, parce qu'on résout un problème et qu'on a une solution pour eux. Incroyable, ouais, la solution de TikTok, elle est super smart. Tu peux le faire sur LinkedIn. Hein. Avant-hier, on faisait un lancement sur Hacker News, mais pour un outil, un dev tool, donc un SaaS pour les devs. Ok. Tu vois, ça aurait moins bien marché sur TikTok, pardon. Mais on s'adapte. C'est juste qu'en fait, on se dit, où se trouvent les poissons dans quelle mare? Allons pêcher dans cette mare. Et tout le bruit autour, les decks, les salons, les conférences, les poignées de main, le networking, c'est du bruit, c'est du brouhaha. Nous, on se concentre sur offre, demande, client, chiffre d'affaires. Là, ce que je comprends, c'est vraiment acquisition client direct, se confronter aux potentiels utilisateurs ou aux potentiels clients et échanger avec eux, quoi. Ouais, et après, itérer sur ton produit. Ouais. Et comme ça, quand on le fait bien, en 6 mois, on a tu vois, on a des boucles itératives de tous les mois, on fait pivoter le produit, comme on dit. Et au bout de 6 mois, en général, on a un truc intéressant. D'ailleurs, je vous conseille d'aller voir le podcast avec Pierre Elliott. Il a fait exactement la même stratégie pour son app Coco IA, où il y a de l'IA dans justement WhatsApp pour les e-commerce. Ah oui, ok, d'accord. Et donc, il a fait exactement ça. Il a appelé des gens pour pitcher et voir des e-commerçants. Et en fait, les gens étaient prêts à acheter à la fin du call, mais il n'avait rien. Il n'avait pas de produit. Ah ouais. Donc, il a validé le product market fit comme ça avec ses associés. Exactement. Donc, vendre avant de se casser la tête. Quoi. À tous ceux qui nous regardent là, je leur dirais de se rappeler de leur cours au lycée d'économie et ce cours sur l'offre et la demande. Et en fait, c'est tellement fondamental. Si tu as juste compris ça, tu n'as besoin d'aucune formation à l'entrepreneuriat, etc. Comprends qu'il y a une offre et une demande sur le marché et que ton sujet, c'est de répondre à cette demande en construisant la bonne offre. C'est aussi trivial que ça. Bête et méchant, entre guillemets. On a un TikTok viral, là. Donc, tu évoquais effectivement que The Quest, on en parlera juste après, plus comment The Quest fonctionne, mais tu accompagnes justement les jeunes entrepreneurs à se développer via une idée et qui sortent des codes. Ouais. Est-ce que toi, ça t'a pas fait peur justement que ces personnes-là ont 17 ans, 18 ans, 19 ans, 20 ans? On est encore immature à cette époque-là. En tout cas, moi, je joue à FIFA, dans la soirée. Et oui, tu as des idées peut-être d'entrepreneur, mais tu es assez immature sur le business. Ouais. Comment tu gères ça avec tes incubés et comment ça se passe? Alors déjà, c'est les 17-27 ans qu'on signe. Dis-toi, on a aujourd'hui,
Là, sur les 6 derniers mois, enfin, on extrapole à 12 mois, mais on a 1000 candidatures. Sur 1000 candidatures, je vais prendre 200 appels. Sur les 200 appels, on va en sélectionner 10. Donc déjà, c'est sélectif. Dis-toi que c'est le haut du panier des jeunes et que, par exemple, les entrepreneurs de 17 ans qu'on finance, qu'on accompagne, ça demande notamment à ce qu'ils passent devant un juge pour se faire émanciper. Et ça, nous, on ne le fait que si c'est eux qui le demandent. On n'encourage personne à cet âge-là à le faire parce que c'est un âge où tu peux te faire manipuler. Et nous, donc, si tu les rencontrais, ces jeunes de 17-18 ans, ils ont une maturité supérieure à la moyenne. Ils ne font pas 17-18 ans mentalement. Maintenant, oui, dans nos critères de sélection, il y a la courbe d'apprentissage. Et si, par exemple, on a un premier rendez-vous, je te fais quelques feedbacks et que je te revois un mois après et que tu les as pas mis en applique, c'est que ta courbe d'apprentissage va probablement pas être celle qu'on aime. Ok. Et moi, ce que je veux, c'est qu'en 12 mois, tu ne ressembles plus à la même personne que tu étais il y a 12 mois et que tu sois vraiment un tout autre entrepreneur. T'arrives builder et je veux que tu ressortes entrepreneur. Donc, après, on ne réussit pas toujours, hein, mais là, je le vois. Hein, on le voit. Je peux te donner un exemple. Ouais, t'as un exemple. Ouais, Tom de Merci Internet. On a créé donc, on avait dans les cartons cette idée de faire un nouveau commerce de socialisation. C'est comme ça que la note iPhone était écrite. Et l'idée, c'était de dire tous ces jeux qu'on voit sur YouTube, etc., les particuliers et les entreprises en team building pourraient venir y jouer parce qu'ils en ont marre des escape games, ils les ont tous faits, etc. Donc, on s'est dit, on va faire une sorte de bar à cocktail un peu fou, avec des salles privatisables de 4 à 12 personnes où tu peux faire des jeux d'internet, voilà. Et donc on rencontre Tom qui a une énergie très particulière, beaucoup d'énergie. Je me dis c'est parfait pour faire une boîte dans l'événementiel. C'est une exception parce que c'est pas une boîte scalable, mais on s'est dit elle a les caractéristiques d'un McDo ou d'un Subway à l'époque. Elle avait des unités économiques bien supérieures à un restaurant ou à un bar à cocktail. Donc on s'est dit ok, c'est pas scalable, mais c'est répétable et les unités économiques sont bonnes. Et donc, Tom devient le CEO de ce projet-là. Je te promets que le Tom d'il y a 12 mois, donc il avait du coup à ce moment-là 20-21. Bon, on se prenait beaucoup la tête parce qu'il était très immature. Parce que j'allais dire, comment tu canalises cette énergie débordante, ce genre de profil? Il y a différentes méthodes. On s'adapte c'est comme un kiné. Ouais. On s'adapte à qui on a en face de nous. On teste des trucs aussi. Et ce qui est bizarre, hein, après 5 ans à faire ce métier, je n'ai rien trouvé de plus performant que jeter les gens de la falaise. En fait, je les jette de la falaise, mais avec beaucoup d'amour. Je leur dis, je suis là. Parce qu'en fait, c'est horrible parce que je vois bien que c'est horrible de les jeter de la falaise. Mais en fait, il n'y a que comme ça qu'ils apprennent et qu'ils progressent à la vitesse à laquelle ils ont envie de progresser et ce pourquoi ils nous ont rejoints. Et pour contrebalancer, juste, on leur donne beaucoup d'amour. Et on est là quand ça va vraiment mal. Et dans le cas de Tom, je te promets que 12 mois après, je n'ai plus l'impression de parler avec la même personne. C'est fou, hein. Et là, je pense qu'il est il y a 12 mois, il n'était pas en capacité de tenir son lieu. Entre-temps, il a convaincu le fondateur de Néonès, qui a 300 salles de sport au demeurant en France, d'être son premier financeur parce qu'il croit en Tom et en Merci Internet. Et là, il va ouvrir son premier lieu. Il y a des challenges. Je ne te dis pas que ça va réussir. Mais en 12 mois, j'ai vu un ado devenir un homme. Et ça nous arrive assez souvent quand même. Ok, ouais, tu réponds bien à la question. Et donc, je pense pas que vous avez des cases de coaching pour les faire monter en compétence sur le mindset, etc. C'est vraiment, tu m'as caméléon, adaptabilité en fonction de ce que vous avez en face de vous. Quoi. Le plus il rend compte de Dodan et de challenge, le plus ils vont maturer vite. Hein. Dans la vie, même en général, pas qu'en entrepreneuriat, si t'es arrivé des trucs durs quand t'étais jeune, en général, t'as une maturité un peu supérieure à tes petits copains à l'école, tu vois. Bah, c'est pareil. Nous, on les met dans un stress test permanent, mais pour ça aussi, on leur met à dispo nutritionniste, psy, coach sportif, etc. Tu vois. Donc, on fait attention. Et nous, à titre individuel, on est très attentifs. Et c'est pas difficile d'être attentif quand t'as 20 boîtes sur lesquelles t'es... Bah, en fait, les boîtes du passé, elles sont normalement indépendantes, déjà. Et tous les ans, on en recommence 10. Maintenant, oui, c'est difficile d'être attentif. Même à 10, tu vois. Mais non, on est une équipe de 10 personnes, justement. Donc, 10. Tu vois, c'est le meilleur parallèle pour The Quest, c'est l'école Montessori de l'entrepreneuriat tech. C'est une école de l'ultra personnalisé. Dis-toi, on est 10 dans l'équipe et chaque année, on se lance sur 10 projets. Mais qui, l'année d'après, normalement, si on a bien fait notre travail, seront morts ou indépendants. Et donc, c'est un cycle, mais donc tu as un référent pour un projet.
Mhm. Il y a peu d'écoles où c'est un élève, un Ouais, étudiant, c'est tu vois. Incroyable. Et donc, tu m'as dit 2000 candidatures, Mhm. c'est ça? Ouais. Euh, Non, 1000. 1000 Ouais, candidatures, on a 1000 candidatures par an. 200 calls. Exact. Comment tu gères ton système d'acquisition, j'ai envie de dire, pour The Quest Ouais, tous les bonne mois question. pour avoir plus de 1000 candidatures à gérer, enfin à traiter? Il faut qu'on progresse. On parlait ce matin de YouTube, du marché qui était trop éduqué à l'infoprenariat et au dropshipping. Là, on a décidé de lancer notre chaîne YouTube. On va se lancer dans le Reels game, enfin les shorts, etc. Sur LinkedIn, ça va, on n'est pas mauvais, mais on peut encore s'améliorer. Aujourd'hui, les 10 jeunes builders de start-up dont on parlait, on les trouve comment? On les trouve avec du référal. Donc, c'est des anciens qui nous mettent en relation avec des gens qu'ils rencontrent sur la route. Voilà. Et qui Ok. ils se disent, je connais la vibe The Quest, j'ai vu ce jeune-là, il faut qu'il aille chez The Quest et il faut que The Quest le rencontre. Ça se fait comme ça. On fait pas mal de conférences dans les écoles. On a une sorte de tour de Ok. France des écoles où on passe Smart. école d'ingé, école de commerce, université, lycée, IUT, IAE, on fait tout. Comment tu as réussi à signer des deals avec ces écoles pour faire des conférences? On contacte les assos entrepreneuriales, on contacte des profs, on contacte des étudiants, on contacte des administrations et on cherche un point de contact qui peut nous ouvrir une salle, organiser l'événement, faire un peu de com et on y va. Ça Ou alors me ils fait- viennent chez nous au QG. Ça me fait penser à, je sais pas si tu connais, une association dans toute la France, les Anthropes. Non, Justement, ma copine, justement, elle bossait là-bas. Et leur but, c'est d'aider les jeunes Ouais. à justement entreprendre dans leurs projets. Mais c'est une association à but non lucratif. ok, Et donc, mais ouais, ok, je vois. ils sont dans toute la France, donc il y a peut-être une opportunité avec eux. Allez, bah avec plaisir, c'est sympa. Ok, donc événements physiques dans les écoles. Mhm. Vous n'avez pas de personal brand avec les différents réseaux. Ouais, ça vient. Non, un gros tiers viennent de notre présence Insta et LinkedIn. Ok. Maintenant, on était trop light sur YouTube, TikTok. Donc ça, on va remédier à ça. Je suis pas convaincu que le persona qu'on cherche n'est pas sur TikTok. Le persona, pour te le donner, c'est ingénieur de 20 ans, donc geek, qui sait coder avec ses 10 doigts, qui n'a pas besoin de trouver un CTO, et qui a la particularité d'être excité par le fait de vouloir apprendre la vente et le marketing, ce qui est très rare chez les ingés. Mhm. Et nous, pourquoi c'est notre personnage? Parce que c'était le personnage de Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg Ok. est un ingé dont on dit qu'il était ultra transverse dans ses savoirs. Il comprenait la psychologie, il s'était formé au marketing, il n'avait pas peur de vendre. C'était un humain 360 degrés, tu vois. Alors, Ronaldinho. Ouais, et donc c'est ce qu'on recherche. Donc c'est ça notre persona. Et tu vois, ce persona-là, tu le trouves plus sur Reddit, Hacker News, Discord, Twitter, un peu LinkedIn, un peu Insta. Et TikTok, j'ai des doutes. YouTube, je pense. Donc il faut qu'on accélère sur YouTube. Et vous avez déjà pensé à faire des funnels d'acquisition pay traffic, méta, publicité à Facebook, publicité YouTube? On y a pensé, pour l'instant, c'est pas le focus, mais on en parlera avec notre expérience avec Revoltrain. Du coup, on a découvert le monde des ads, Webby, funnel à la Russell Brunson. Ouais. Et sur 2025-2026, j'aimerais qu'on teste un peu ce format pour nous, voir si ça répond. Je sais que ça marche pour l'infoprenariat. La question, c'est est-ce que ça va marcher pour une école Montessori aussi sélective que nous? Je sais pas. Après, ouais, tu cherches du volume. Ouais, Donc, ce que je me dis. si tu as ton process de sélection derrière, toi, tout ce qu'il te faut, c'est du volume à peu près qualifié, quoi. si je suis franc avec toi, je te dis que moi, j'y crois beaucoup, mes associés, moins. Ok. Donc, on est en challenge de est-ce Ouais, qu'on va débloquer ces 20 000 euros pour faire le test sur quelques Webby, tu vois? Mais oui, on va le faire, Ok. évidemment. Très intéressant. Et donc, ça, c'est, tu m'as dit, tous les mois, vous faites un nouveau mercato? En fait, on a des rentrées tous les premiers lundis du mois. D'accord. On n'a pas encore réussi à batchiser, c'est-à-dire à dire au 1er septembre, rentrée de 10 jeunes builders, et ce sera les 10 sur l'année. On n'a pas réussi parce que, par définition aussi, c'est des drop-out, donc ils drop-out en cours d'année. En vrai, on a 2 pics. On a un pic de candidature et de détection entre juin et septembre. Et on en a un deuxième qui arrive un peu en janvier. Mais c'est les 2 moments de n'importe quelle école dans l'année en France, tu vois. Mhm. C'est les 2 pics. Après, le truc, c'est que toute l'année, on rencontre des talents et on se voit pas leur dire « Ouais, attends 6 mois à la prochaine rentrée. » Non, Ouais. c'est des entrepreneurs et ils veulent démarrer maintenant. Donc, on leur dit « Dès le mois prochain, on peut t'onboarder. » Et donc, tu parlais de Bootstrap. Moi, je me suis un peu baladé sur ton site internet. Apparemment, un nouveau site. Ouais. On a l'exclu en direct live. Vous financez aussi. Donc, j'ai vu une bourse de 100 000 euros par personne. Ouais. D'où vient ce capital? Comment vous le cherchez et comment vous décidez que, en fait, vous allez donner 100 000 à tout le monde et pas 50 000 à un et 200 000 à un autre, Ouais. en fonction des projets? Historiquement, The Quest, c'était une société
Et le deal, c'était, si tu rejoins The Quest pour monter une startup, on va être présent pendant 12-18 mois, vraiment présent tous les jours. Et on va prendre 20% du capital de la société qu'on monte ensemble. Et nous, pendant 12-18 mois, on paye les factures. Il s'avère que c'était pas idéal pour plusieurs raisons, mais pour une principale, c'est que quand certains projets levaient des fonds, ce qu'on a découvert l'année numéro 3, les investisseurs nous disaient « Ok, c'est bien sympa, vous avez 20% parce que vous avez mis de l'énergie et parce que vous avez monté l'équipe, vous rencontrez les cofondateurs et vous avez mis de l'argent, mais on veut voir les factures. Quel montant ?» Et nous, parfois, on n'était pas en capacité de leur dire ah ouais, il faut qu'on retrouve toutes les factures. Les entrepreneurs, on leur filait des CB, ils payaient pendant 10 mois. Enfin, tu vois, on était aussi dans le chaos du démarrage. Et on s'est dit, bon, ça crée trop de friction. Donc, ce qu'on va faire à l'avenir, c'est qu'on va définir un budget qu'on estime être le bon budget, un budget assez généreux, mais très frugal, avec lequel tu peux pas faire de folie en 12 mois. Mais c'est le budget dont tu as besoin pour itérer sérieusement sur une idée de start-up sur 12-18 mois. On a trouvé que 100 000 euros, c'était le bon montant. Avec 1 000 euros, les fondateurs se payent, mais ils se payent mal. Ils ont un petit budget d'acquisition test, un petit budget pour payer quelques prestataires. Et on s'est dit qu'on allait en fait délivrer ce chèque de pré-seed qu'on délivre à valo 1,5 million. Pour tout le monde. Pour tout le monde. Ok. Et alors on peut faire quelques exceptions si les projets postulent avec déjà un peu de revenus, comme tu vois 50 000 de MRR dont on parlait. Évidemment, on s'adapte à la réalité économique du marché. Mais la plupart du temps, c'est une idée ou un proto sans client. Donc, il n'y a pas de valeur. On met la valo qu'on veut et 1,5 million, c'est déjà beaucoup trop élevé. Mais on est les seuls à faire des investissements à valo 1,5 million sur le marché français. Donc, maintenant, on a 2 sociétés de tête. On a The Quest Training Center et The Quest Hippodrome. The Quest Training Center, on va dire que c'est le centre de formation, l'école Montessori. C'est là où nous, on va déployer du capital humain, c'est-à-dire mon temps, celui de mes associés, celui de nos employés, pour aider nos startups à aller plus vite et à mieux travailler. Et on a The Quest Hippodrome, où là, nous, on collecte de l'argent de business angels et de ce qu'on appelle des LPs, des limited partners. Ça peut être des familles riches, ça peut être des plus gros fonds d'investissement qui gèrent beaucoup d'argent, etc. On récolte l'argent et nous, après, on le redéploie. Et on a eu la chance, là, depuis 1 an, d'avoir à nos côtés un partenariat avec Kima Ventures, le fonds d'investissement de Xavier Niel, qui, dès qu'on investit 50 000 euros, met 50 000 euros en automatique aussi. Comment ça s'est passé, ce deal? Comment vous avez réussi à rentrer en contact? Je pense que c'est avec de la Roche-Brochard, c'est ça? Alors oui, ce qui est drôle, c'est que, évidemment, que je suivais Jean depuis des années sur les réseaux. Même quand j'ai travaillé 2 ans à The Family, lui, ça faisait longtemps qu'il était parti de The Family, donc on ne s'était jamais rencontrés, on n'avait jamais discuté. Et en fait, à l'été 2023, je dirais, moi j'envoie un mail à Xavier Niel en lui disant, écoute, on a fait un startup studio bootstrap pendant 3 ans, là on pivote, c'est une sorte d'école Montessori de l'entrepreneuriat. Je pense que le bon parallèle, c'est même les centres de formation de football, et nous on va chercher les Kylian Mbappé, et l'objet du mail c'était l'école d'entrepreneuriat que tu aurais probablement fait. Okay. C'était le hook, tu vois. Et sur le mail que tout le monde a accès, là? Oui. Ouais. Je lui ai envoyé un mail, ouais. Et du coup, voilà, il m'a répondu. Et il m'a dit, parle à Jean. J'ai rencontré Jean pour la première fois. Et ça a été très vite. On a déjeuné, mais en 15 minutes, le deal était fait. Ok. Ouais. Je pense qu'il a compris. Je pense qu'il s'est dit, allez, on teste. Super sympa parce qu'il s'est dit aussi, on va donner de la force à cette équipe de petits jeunes. Tu vois, dans mon équipe, on a 27, 29 ans. Et on aide des gens qui en ont 20, tu vois. Mais je pense qu'il y a vu aussi une forme de singularité, une énergie particulière, et qui s'est dit ce qu'ils font, c'est pas anodin. Et donc, ça peut être un bon allié pour Kima. La mission de Xavier, c'est aussi d'aider les jeunes. C'est une vraie mission. Donc, par extension, Kima a cette mission aussi, même si c'est une mission de fonds d'investissement. Et je pense Jean, il a dû voir aussi notre site web et tout. Il a vu qu'on était une équipe multiculturelle. Je sais que c'est des valeurs qui sont importantes pour Xavier Niel. Donc, juste, voilà, ça a été un bon match. On se connaissait pas, mais on s'est rencontrés. En 15 minutes de déj, le deal s'est fait. Incroyable. Et donc, comment ça se passe concrètement? C'est vous êtes Hippodrome et Kima 50-50 sur les... C'est du co-investissement, tout à fait. Okay. Ouais, tout à fait. On se suit sur les investissements, exactement. Okay. Et ils ont pas besoin de valider, c'est vous qui avez la force de valider le profil? Justement, c'est ce que moi j'ai négocié. Okay. Parce que j'ai dit à Jean, si on fait un partenariat avec un fonds d'investissement quelconque, parce que le co-investissement, c'est assez rare, mais ça se fait, c'est pas nous qui l'avons inventé. Dans toute levée de fonds, tu as ce qu'on appelle un lead, invest, et les autres qui suivent. Je lui ai dit, voilà, nous on a levé 1 million d'euros, donc les 10 prochains tickets de 100 000 euros, je peux les déployer.
Maintenant, on manque de crédibilité sur la place parisienne, etc. On n'est pas assez connu parce qu'on n'a pas eu le temps de faire de com, etc. C'est sûr que le label Kima nous aiderait. On l'a pas dit aussi explicitement, mais on se savait dans le meeting. Et donc, je lui ai dit, voilà, je veux juste que tu me fasses confiance sur la détection. Et alors, évidemment, du coup, tous les ans, on fait le point sur les 10. Sûr. Mais par contre, à chaque fois qu'on lui envoie, on lui dit, voilà, on va mettre 50 000 € là. Il faut suivre d'après le partenariat qu'on a, etc. Non, il respecte son engagement. Il nous fait confiance sur l'œil qu'on a bâti pour détecter les bons drop-out, les bons builders. Est-ce que ça t'a rajouté une pression ? Forcément, un peu plus. Avant, les erreurs m'appartenaient. Maintenant, je les fais faire par extension à Kima. Donc, on a énormément de débats en interne pour protéger ça, protéger notre partenariat, le respecter, c'est important. Respecter la confiance qu'on nous a donnée. Donc forcément, mais même avec Hippodrome, avant, c'était l'argent de nos agences qu'on déployait dans nos startups. Maintenant, c'est l'argent de plein de business angels qui ont mis dans Hippodrome. Et tu vois, donc bien sûr, ça met une plus grande pression. Mais j'essaie de m'en détacher, en fait. Les investisseurs, ils sont grands. Ils ont mis dans une typologie de fonds d'investissement qui est très risquée. On fait du pré-seed sur des drop-out. Il n'y a pas plus risqué. Donc, si les projets crypto. J'essaye de le faire comme avant, c'est-à-dire avec de la passion, du courage, en prenant des gros risques, mais en me disant que ces gros risques, même s'ils sont contre-intuitifs, j'ai pas à les justifier et que si on a une magnitude de succès en faisant, je veux pas faire une licorne, moi, je veux faire une multi-billion dollar compagnie. Les licornes, ça m'intéresse pas. Ok. Je trouve ça bullshit au possible. Il y a plein de licornes dont on parle aujourd'hui dans la presse. Je le sais. Je le vois, les tours de table là en ce moment. C'est plus des licornes. Ils sont tous ce qu'on appelle des down round. Ils redescendent. Ouais, tu relèves à une plus basse valo. C'est ce qui se passe beaucoup en ce moment. Donc les trucs de licorne et tout, ça me fait chier. Donc j'ai envie de faire une boîte tech qui marque son industrie et qui ne la marque pas qu'avec des levées de fonds, qui la marque par un chiffre d'affaires incroyable, une croissance incroyable, et qui va jusqu'à l'entrée en bourse. Ça m'intéresse. J'ai plein de questions, du coup, je ne suis pas du tout mon script. Mais... T'inquiète. Mais est-ce que le projet de Guillaume Moubèche avec les Myst, tu t'identifies à lui un peu ? Grave. J'ai déjeuné avec Guillaume il y a 1 an. Bah forcément, il est beau, il est fort. Je ne lui ai pas trouvé de défaut, donc je suis tombé amoureux. Et non, j'ai adoré, c'était un bon échange. Et oui, on a un ADN bootstrap commun, même si maintenant nous on fait et du bootstrap et de la levée de fonds à 50-50. Donc ouais, Guillaume, moi j'adore, beaucoup de respect, et surtout j'ai d'autant plus de respect que il l'a fait en anglais et il a davantage de clients aux US qu'en France. Et ça, pour un Français, la classe. C'est pas une ambition pour toi d'aller chercher tu l'as vu sur notre site. Maintenant, on a un nouveau level dans notre programme, parce qu'on le gamifie. On s'appelle Big Bridge. On les envoie 1 mois à San Francisco. Ok. Si tu rentres dans The Quest, tu sais que tu vas passer 1 mois à San Francisco. Et je te l'ai dit, nos apps mobiles, directement, on les market aux US. Parce qu'en fait, le marché français n'a pas d'intérêt. Et c'est d'ailleurs l'erreur que je vois chez 80% des startups françaises. Ils se lancent d'abord sur le marché français en se disant, ouais, je vais être la startup leader en France. Mais si t'es leader en France, t'es pas une startup. Une startup, ça doit scaler à l'international. Donc maintenant, ça, c'est une réalisation de l'année dernière avec mon équipe. On fait le maximum de choses, day one, en anglais, à l'international, aux US. Direct worldwide. Ouais. C'est plus dur. Il y a plus de concurrence. Et tu joues pas dans ta langue natale. Mais quand tu as un product market fit, la magnitude de succès, elle est x10. Le marché est 10 fois plus grand. 100%. Donc ça vaut le coup. Mais ça fait peur. Et quand tu es chauvin, au début, tu trouves des excuses. Tu dis non, la France, c'est bien. Non, la France, c'est tout petit. Bah, c'est des questions que même moi, j'ai en interne sur ma société. Est-ce que l'année prochaine, on va pas attaquer les US, enfin, le marché anglophone, parce que en fait, c'est 100 fois plus grand que ce qu'on a déjà fait en France. Qu'est-ce qui vous fait hésiter ? Le focus. Ouais, c'est ça. Mais en vrai, je sais que si je me focus 3 semaines, je sors un funnel, je sors un truc et ça bombarde, tu vois. Mais tu le ferais toi ou tu trouverais un DG anglais, américain ? Je pense plutôt l'inverse, tu vois. Je déléguerais aujourd'hui à mon associé le côté FR et je me focuserais sur l'anglais. Parce que je kiffe. Ouais, je pense que c'est une bonne strat. C'est une idée. Après, c'est au moins pour aller sentir. Ouais. Pour aller sentir le marché, disons, américain. Et après, en chemin, les 12 mois où tu seras sur le marché américain, trouver le DG qui va te remplacer. Peut-être, mais tu vas voir, tu vas te frotter à un problème qui est le problème de beaucoup d'entreprises françaises qui s'internationalisent. C'est que là, ta culture d'entreprise interne, elle est française. Tout le monde parle en français. Moi, je sais déjà que mon équipe en France ne travaillera pas sur le projet anglais. Ok.
Parce que c'est... il parle pas anglais déjà. Ouais, pour une boîte de consulting, j'entends en fait, c'est juste que tu as 2 boîtes, tu montes 2 pôles. Mais pour une startup, c'est dur parce que quand tous tes process sont en français, quand ta boîte est en français, t'arrives jamais à l'international. Parce qu'en fait, même si, nous on l'a vu, même si tu arrives à recruter, tu vois, un talent américain, il arrive, il voit qu'il y a que des Frenchies qui parlent français. Aux événements, il est pas bien intégré, il se barre hyper rapidement. Donc il y a Mbappé au Real, quoi. Ouais. Ok, j'ai une dernière question sur ce sujet-là avant de passer à une petite activité. C'est justement The Quest. Ouais. Mais en fait, comment vous vous rémunérez au quotidien? C'est-à-dire, comment toi, vous payez vos salaires, tous les fondateurs? Parce que vous pariez, tu l'as dit, sur des projets qui fail, qui réussissent. Et un exit, c'est pas tous les 4 matins. Non. Donc, comment vous générez du cash pour vous, votre life? Et vous avez un très bel appart, enfin, voilà, pour financer tout ça. On avait une coloc qui est devenue nos bureaux. On a voulu le garder comme un symbole de l'intensité qu'on a eue au démarrage et qu'il faut avoir pour faire des choses intéressantes. Mais oui. Alors, on se paye mal, mais on arrive à plutôt bien vivre. Moi, je pars en vacances où j'ai envie de partir. On a vécu dans une super belle coloc. Je t'ai dit, aujourd'hui, The Quest, on crame 1,5 million à l'année et on génère 1,5 million. Bon, les gens le savent pas, mais ça fait 4 ans et demi qu'on a un mois de cash devant nous. Un mois de cash. Ouais, c'est un peu stressant. Mais moi, on le vit bien et on a toujours trouvé des solutions. Ça nous a obligés à être véloces et à faire beaucoup de choses. Aujourd'hui, il y a 1/3 des revenus qui viennent de nos agences passées, qu'on est en train de revendre en ce moment. On a 1/3 de dividendes de sociétés qu'on a créées dans le passé, autofinancées, qui délivrent des dividendes. Et on a 1/3 de ce qu'on appelle des fees, des management fees sur le fonds d'investissement qu'on a créé. Moi, j'ai cherché un peu sur Internet et j'ai trouvé ça. Ouais. Waouh. On le mettra à l'écran. Ouais. Qu'est-ce que ça t'évoque? Qu'est-ce que c'est? Moi, j'ai l'impression que c'est Welcome to the Jungle à la préhistoire. Ouais, c'est ça, t'as raison. Raconte-nous. Ouais, t'as raison. C'était une belle intention. La marque était pas mal. Ce qu'on a bien fait, c'est qu'on l'a designé The Young Economy. Donc, c'était ma première startup que j'ai plantée au bout de 11 mois. Ok. Avec l'un de mes cofondateurs, là, Maxime Zéphir. Ce qu'on a bien compris, c'est qu'une startup, c'était un mouvement. Et tu vois, dans le logo, il y a un côté peinture. On avait mis un fond, un tableau. Déjà bon en market et en brand. Ouais, ça, on n'était pas mauvais. Par contre, on a fait tout ce qu'il fallait pas faire. On n'avait pas de CTO. Or, on allait en concurrence de Welcome to the Jungle, LinkedIn. Donc, on n'arrivait pas à itérer assez vite sur le produit. Ça, c'est une photo prise par Le Parisien. Vu qu'on était une équipe Black Blamber et que nos parents nous disaient vous avez arrêté vos études à 20 ans, vous êtes sûr? Et nous, on devait les rassurer. Ouais. On s'est rendu compte qu'avec notre équipe Black Blamber, ça intéressait beaucoup les journalistes. Et donc, on faisait le tour de la presse. Et donc, à chaque article, on avait un pic de trafic non qualifié. Pas du tout que des jeunes, hein. Il y avait des vieux. Alors nous, c'était une app pour trouver du travail pour les jeunes. Ok. Et donc, on n'avait pas de canal d'acquisition, on n'avait pas d'utilisateurs, on n'avait pas de clients, on faisait tout à l'envers. Et le dernier truc, c'est que vu qu'on n'avait pas d'argent, vu qu'on n'avait pas de clients, on faisait des concours de start-up, de pitch et de subventions pour gagner des 10 000, 20 000 euros. Tu mets du temps à les gagner et tu les crames très rapidement, surtout quand tu n'as pas de CTO et que tu dois aller sur Malte, trouver un dev et il t'arnaque, forcément. C'est le jeu. Quand tu comprends que tu achètes quelque chose que tu ne comprends pas. Bref, on a fait tout ce qu'il fallait pas faire. Mais ça n'a pas duré trop longtemps, au moins. 11 mois, on a mis tapis. 11 mois, ok. Et j'ai tiré ces 3 apprentissages. Ok, on enchaîne, je crois, sur la suite. C'est cette photo. Ah ouais, c'est ma conférence à coup d'état sur les muses, où j'expliquais comment faire des plateformes de mise en relation ultra optimisées Google SEO. Moi, dans mon cas, dans l'événementiel, et comment arriver à avoir un revenu, pour le coup, vraiment passif. Ce qui est une forme de scalabilité. C'est assez marrant. On en parle moins maintenant, parce que même coup d'état, ça fait un peu oublier. Mais ouais, c'est le premier truc qui m'a mis sur le devant de la scène. Ce qui est trop drôle, c'est que je l'ai jamais dit non plus, j'ai failli, la veille, je trouvais mes slides nuls, j'étais stressé et tout, et j'ai failli dire à coup d'état, non mais on annule tout, je la ferai pas cette conf, désolé. Finalement, je l'ai fait. Je me souviens de rien parce que t'es dans un état un peu de flow. Ouais. Et j'ai vu après, c'est parti en viral, 100 000 vues sur YouTube. Il y a encore des gens parfois qui me contactent à ce sujet-là. Et je vais en refaire plein là. En 2025. Des confs live? Il y aura des confs live et il y aura notamment les confs qu'on fait dans les écoles. On les filme maintenant. Là, j'ai déjà une dizaine de vidéos qu'on va poster en 2025 où on va revenir sur le devant de la scène. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et on va refaire des formats
qui apporte de la valeur aux jeunes entrepreneurs, etc. Ok, bah, je mettrai le lien de la chaîne C'est gentil. en description. Donc, juste après ton projet, premier projet, là, t'enchaînes directement à The Family, c'est ça? Premier projet, je le plante au bout de 11 mois. Ensuite, pendant 1 an et demi, 2 ans, je remonte du coup les muses dont je parle dans cette vidéo. Ok. Donc, c'est des plateformes de mise en relation événementielle. Et au bout de 2 ans, je reçois des offres de rachat. Je les revends et c'est à ce moment-là où je rencontre The Family et où Sama me propose de les rejoindre en tant qu'employé. D'accord. Voilà. Qu'est-ce qui fait que t'es passé de l'autre côté employé? En fait, à l'époque, The Family avait lancé une sorte de programme à la The Quest, c'est-à-dire, ça s'appelait Reverse, et c'était, on sélectionne 15 jeunes qui ont entre 15 et 23 ans, et on les forme tous les samedis, pendant 3 mois, gratuitement, à l'entrepreneuriat en mode ambitieux. Moi, j'avais 22 ans à l'époque. Parfait, tu vois. Genre, j'étais dans la tranche d'âge, j'avais envie d'apprendre, ce que j'avais fait me satisfaisait pas. Et je me suis dit, allez, ils ont l'air trop forts. Je découvre les vidéos YouTube. Je fais, allez, je postule. J'ai postulé. Je suis de la chance, j'ai été pris. Je fais partie des 15. Pendant 3 mois, tous les samedis, je n'attendais qu'une seule chose dans la semaine. C'était le samedi matin de me réveiller pour aller à The Family, faire Reverse, être avec les autres jeunes qui avaient été sélectionnés, etc. Tu faisais quoi en parallèle? En parallèle, moi, j'avais mes plateformes de mise en relation. Ok. Voilà, donc j'avais des revenus passifs, très passifs pour le coup, à ce moment-là. Et j'étais en train de vendre à ce moment-là aussi. Ok. Et donc, ce qui est pendant le programme se termine, il durait 3 mois, et au début septembre, Oussama m'envoie un SMS en mode ouais, passe à The Family, on veut te parler d'un truc. J'y passe et ils me disent on cherche quelqu'un pour. On a bien aimé l'énergie que tu as mis dans la communauté Reverse pendant 3 mois, et on cherche quelqu'un pour mener la marque The Family dans les écoles, auprès des jeunes, trouver des jeunes entrepreneurs pour The Family. Est-ce que ça te chauffe? Et je leur ai dit oui, mais je suis là que pour 2 ans pour apprendre. Après, je suis entrepreneur, je vais remonter les trucs. Okay. Et j'ai pas négocié mon salaire, j'ai été con. et voilà, ça s'est fait comme ça. Incroyable. Et du coup, Oussama, en vrai, il est gentil? Ouais. Moi, je le connais, mais... Tu le connais, toi. Bien sûr. Bah ouais, moi, franchement, je peux que le remercier. Il m'a toujours fait la courte échelle, il m'a toujours aidé. Même dans les moments difficiles, il m'a pas lâché. Je crois qu'au fil des années, alors, ça a été mon prof. Ensuite, ça a été mon boss. Après, ça a été un pote. Et maintenant, on va dire que les quelques petites... les difficultés qu'on a traversées, où on s'est soutenu, fait que je pense qu'on est amis. Donc, et moi, quoi que mes amis aient fait, tant que c'est pas des crimes de sang, je les lâche pas. Okay. Donc, je suis pas juge. Je juge rien. C'est pas mes affaires. Mais moi, je ne peux dire que du bien de Ous. J'aimerais qu'on parle d'un sujet assez lourd et assez difficile. Oh. C'est les associations. Ouais. S'associer avec du monde. Donc, ouais, il y a beaucoup... je pense que tu en as vu des vertes et des pas mûres à propos des associations. Ouais. Déjà, question très simple, mais comment tu choisis un bon associé? Comment tu choisis de t'associer ou de ne pas t'associer? Un bon associé, pour moi, c'est quelqu'un que tu admires d'une certaine manière. Donc, tu l'admires pour une de ses soft skills ou hard skills que tu n'as pas. Il faut une forme d'admiration. C'est comme un amour. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu puisses répondre à la question avec l'affirmative qui est « Est-ce que je suis prêt à déjeuner avec cette personne tous les midis pendant 10 ans dans cette cave ?» Okay. Donc, dans un cadre sympa, mais pas aux Maldives. Et tous les midis, tu n'auras parfois rien à te dire. Est-ce que je suis prêt à déjeuner avec cette personne? Et c'est une question que j'aime bien parce qu'en fait, on ne va pas le faire avec tout le monde. On ne peut le faire qu'avec les gens qu'on admire, nos amis, nos amoureux entrepreneuriaux ou nos amoureux de cœur. C'est des gens avec tu peux les supporter même dans les pires conditions et tu serais heureux de les voir tous les jours. Ça, je pense, c'est une très bonne question. Et je pense qu'il faut une quête commune. Si tu n'as pas de quête commune, tu peux être complémentaire, ce que tu veux, ça fonctionne pas. Il faut que tu fasses monter quelqu'un dans ton bateau ou que tu montes dans le bateau de quelqu'un, que tu crois foncièrement en ce bateau et que vous ayez envie de rester. C'est aussi le sujet, c'est pas de trouver ses associés, souvent c'est de rester avec eux. Ouais. C'est rester dans ce bateau. Mais il y a besoin d'avoir une quête commune. C'est une super matrice du coup des 3 variables. L'admiration, le fait de rester constamment en lien avec lui pendant 10 ans dans une pièce à parler, et la quête commune. Ouais. Ok, donc toi, ça fait maintenant 5 ans 4 ans? Ça fait 4 ans et 10 mois
Alors, j'ai commencé la première année solo, donc exactement, ça fait 3 ans et 10 mois que je suis associé avec 4 copains maintenant, mais à la base, j'ai 2 copains d'université, Robin et Adams. Ok. Julien, où on s'est rencontrés en ligne, qui est beaucoup plus jeune que moi, il a 23 ans. Donc, quand on s'est associés, il avait 20 ans et moi 26. Et Panam, qui est un ami d'amis. Ok. Et donc, moi, j'ai été la première année, on fait une très belle première année, mais je me rends compte qu'il me faut une équipe. Et je me suis aussi demandé qu'est-ce que je voulais chez mes associés. Et je savais qu'ils avaient, ces 4-là dont je te parle, ils avaient moins d'expérience entrepreneuriale que moi. Mais je ne cherchais pas de l'expérience entrepreneuriale. Je savais que The Quest, c'était un modèle économique bâtard. Et ça allait être dur, ça allait demander de la résilience, ça allait demander une capacité à se réinventer. Et c'était, par définition, une quête. Il y avait, tu vois, il y a peut-être un One Piece, mais on ne sait pas. Donc je me suis dit, mes associés, je veux que ce soit des gens qui aient une courbe d'apprentissage que je trouve impressionnante. Et chacun d'eux, je trouve qu'ils progressent très rapidement. Aujourd'hui, tu vois, 3 ans plus tard, dans un domaine en particulier, je les trouve beaucoup plus forts que moi. Ok. Ce qui n'était pas forcément le cas avant. Mhm. Donc, ce pari est plutôt réussi de ce point de vue-là. Les 4 sont ultra résilients, bien plus que la moyenne. Ce qu'on a vécu ces 4 dernières années, je ne vois pas... J'en ai vu des couples entrepreneuriaux, des cofondateurs. Bon, personne n'aurait tenu le choc. Est-ce que tu as un exemple de situation C'est simple. hyper chaude où c'était tendu? Ok, le meilleur exemple que je peux donner, ça fait 5 ans qu'on a un mois de cash devant nous et on n'est pas une société à cash flow. C'est-à-dire qu'en plus de créer des startups et d'avoir des parts dedans, il faut qu'on trouve un moyen de générer du cash flow. Donc, D'accord de coût tous les mois. ouais, et surtout, c'est comme si chacun avait 3 métiers. On doit accompagner les startups, trouver du cash et diriger The Quest. Ok. Tu diriges en réalité 3 boîtes en même temps. Mhm. Tu dois sacrifier ta vie, très concrètement. Et on avait j'ai compris qu'ils avaient envie de monter dans mon bateau. Pour l'instant, ça nous réussit. Mais on s'engueule encore toutes les semaines sur des décisions stratégiques, des directions, etc. On a vécu en coloc 3 ans ensemble. Donc, autant dire que c'est 3 ans et autant de raisons de bien se prendre la tête sur des chaussettes qui traînent, sur de la vaisselle, sur des trucs à la con, mais qui ont beaucoup d'importance. Ouais. Et tout ça, pour l'instant, on l'a passé. Donc, moi, je suis très fier d'être leur associé. J'espère qu'ils le sont aussi. On verra de quoi l'avenir sera fait. Mais je pense que ma matrice, elle n'est pas mauvaise parce que, je te le dis, je le dis aussi à la caméra, il y a 4 ans, quand j'ai dit à certains, que ce soit des amis, des entrepreneurs ou autres, que j'allais m'associer avec ces 4 personnes-là, on m'a dit, t'es sûr, ils n'ont pas d'expérience. Ils n'avaient pas vu ce que j'avais vu en eux. Mhm. 4 ans plus tard, ils sont plus forts que moi sur certains sujets. C'est ce qu'on demande à des associés aussi. Ils ont été résilients, ils ont tenu. Et je trouve qu'ils apprennent encore et on va encore aller beaucoup, beaucoup plus haut. En vrai, c'est beau parce que t'as pas gagné une fois, t'as gagné 4 fois, Ouais. 4 paris. Ouais. Et t'as pour l'instant tout juste, donc bravo. Ouais, c'est gentil. Après, Enfin, vous, pas tu. ouais, bravo à eux. Moi, je me paluche pas là-dessus. Et je sais qu'en fait aussi, ça peut s'arrêter à tout moment et qu'on ne juge pas une relation à sa durée. On la juge à sa qualité, on va dire. Et si demain, il y en a un qui quitte le bateau, ou 2, ou 3, ou 4, c'est pas grave, on trouvera des solutions. Tu vois. Et ça peut arriver. Et c'est même assez naturel Mhm. que certains soit n'aient plus les épaules, soit n'aient plus envie. Et je sais que dans l'histoire de The Quest, il y aura des départs et des arrivées. J'en suis assez conscient. Et comment tu gères la différence entre pro et perso? Hmm. C'est un challenge que tu as dû avoir énormément vu que vous viviez ensemble Mhm. et que c'est carrément des potes. Comment tu arrives à gérer ça en fait pour C'est une que ça culture. se passe bien? Nous, on a une culture, je sais pas comment l'expliquer, on peut, pendant, tu vois, une réunion comme ça, on peut se prendre la tête, mais quand la réunion est close, dans les 5 minutes après, switch mental, on peut aller boire une bière et ne quasi pas parler du taf. Ok. Et c'est une culture du faire la part des choses. Si on s'engueule à cette table de réunion, c'est parce que l'entreprise nous importe et qu'on a envie qu'elle réussisse. Donc c'est une engueulade qui en fait est très positive. Et ça ne doit pas impacter sur après nos moments de rigolade. Donc c'est une culture. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais nous on a cette culture de... à la fois on mélange tout, mais on mélange pas tout. Ce qui est assez paradoxal. C'est ouf. Et ouais, t'as pas d'exemple. Si, ouais, tu m'as partagé le cash flow où il y a eu des moments assez tendus entre les associés. Bah non, je peux t'en raconter un en toute transparence. Il y a à peu près 2 ans, donc on était tous célibataires, et il y a à peu près 2 ans, on a tous, à peu près au même moment, trouvé des copines. On est tous tombés amoureux.
Et tu sais comment ça se passe. Donc, on était un couple à 5. Et là, on devenait une sorte de couple à 10. Ouais. Tu vois, il y a des personnes externes qui connaissent pas tous les tenants et les aboutissants, qui n'ont pas les mêmes cultures, qui n'ont pas les mêmes valeurs, qui viennent un peu. En plus, on vivait en coloc, donc tout le monde se croisait. Hein. Donc, littéralement, il y a 10 humains qui n'ont pas forcément choisi d'être ensemble. Donc, évidemment, à ce moment-là, ça a créé des frictions. Mais là, il a fallu être des hommes, des adultes, et se mettre autour de la table. Et que ce soit nos copines qui pouvaient avoir des frictions ou nous vis-à-vis des copines des autres, etc. Il a fallu se mettre autour de la table et se dire, bon, ce serait vraiment bête que notre association explose pour des trucs comme ça. Comment on peut réajuster le tir? Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? T'as des problèmes, tu cherches des solutions, tu t'erres, tu te mets en action, quoi. Donc, on a eu des sujets là-dessus. Et aujourd'hui, on a décidé de ne pas faire l'année de trop. Maintenant, on vit tous avec nos copines. La coloc, on l'a transformée en QG, une sorte de bureau coworking. Donc, on a réussi à passer cette grosse vague. C'est une preuve de grosse maturité d'avoir passé ça, parce que je connais beaucoup Ouais. de personnes qui ça aurait pu tout exploser, en fait. Bah, c'est pour ça que je pense qu'on a aujourd'hui une association qui est bien, bien robuste. On a passé beaucoup de choses. J'ai fait un peu mes recherches. Ouais. Et j'ai vu que tu avais parlé dans un podcast de flou juridique, de pacte d'associés pas respectés. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ton expérience autour de ça, les red flags à identifier, pour que peut-être les personnes qui vont s'associer ne fassent pas les mêmes erreurs que tu as pu faire? Ouais, très simplement. Dès que vous démarrez une société avec quelqu'un, faites en plus des statuts un pacte d'associés. Le pacte d'associés, par définition, il va régir les engagements des associés, qu'ils soient actionnaires minoritaires ou dirigeants, présidents, cofondateurs, opérationnels, etc. Ça va mettre un statut à chacun, ça va mettre des droits et des devoirs à chacun, et ça va aussi, dire ce que tu as le droit de faire, pas faire. Notamment, ça peut être les notes de frais, ça peut être... dans le cas où tu voudrais partir, quelles sont les conditions de départ, ce qu'on appelle good liver, bad liver, ce que tu peux réclamer en échange en fonction de la forme de départ. En bref, faites-vous accompagner par un bon avocat. Okay. Et de façon à ce que prenez le pire scénario, l'engueulade où plus personne n'arrive à se parler, à se comprendre. À ce moment-là, il faut mettre le papier sur la table, le pacte d'associés, et c'est un arbre décisionnel. Tu le suis, tout le monde débranche son cerveau, et tout le monde suit ce qu'il a signé quelques années avant. Okay. Et ça t'évite beaucoup de problèmes. Si on n'a pas, les négociations, elles se tendent à chaque fois, c'est par avocat interposé, et c'est au bon jugement de chacun, et l'appréciation de chacun, elle est très très différente. Tu te rends compte qu'on vit dans des réalités tous très parallèles. Ouais, carrément. Donc faites un pacte d'associés, ouais. Pacte d'associés, ok. Est-ce que tu as d'autres recommandations pour mettre de la droiture, entre guillemets, dans les associés pour éviter les coups par derrière ou des choses comme ça? Oui, parler dès le jour 1, poser les questions difficiles. Donc, plutôt que d'être étonné ou déçu, si tu vois, j'ai un ami, je le trouve incroyable parce que quand il va en date Tinder, la première question qu'il pose, au bout de quelques minutes, c'est « Quand est-ce que tu veux des enfants ?» à la personne en face. La question, elle est trop bizarre. Ouais. Tu connais pas la personne. Et en fait, il dit « Si la personne me dit « Je veux des enfants dans 3 ans » et que moi aussi, c'est cool. On peut continuer le date. On va tous les deux gagner 1 heure. Jeu à somme positive. Et si on continue de dater, on sait que tous les deux, on veut des enfants dans 3 ans. Mais si elle veut des enfants l'année prochaine et que moi, j'en veux que dans 5 ans, en fait, je lui fais perdre son temps sur ce date. Moi, je perds mon temps. Jeu à somme nulle. Et je trouve que c'est pareil dans l'entrepreneuriat. Il faut poser les pires questions qui nous font peur à son associé. Donc, quand est-ce que tu veux des enfants aussi? Parce que ça va impacter. Si un jour, vous n'avez plus le même niveau d'intensité, si lui a des enfants et pas toi, tu fais ça pour l'argent ou tu fais ça pour la légende. Ce genre de questions, en fait, qui ne sont pas naturelles, mais qui te permettent de beaucoup mieux comprendre pourquoi la personne le fait, qu'est-ce qu'elle valorise, qu'est-ce qu'elle valorise pas, et inversement, qu'elle comprenne ce que toi tu valorises pas, et voir si vous êtes alignés, en fait. Les associés, ça part en sucette quand ils sont désalignés. Et tout ce qui peut les aligner, juridiquement, contractuellement ou en termes de valeur, ça a beaucoup d'importance. Méga communication, quoi. Méga communication. Ouais. Surcommunication. Overdose de communication. Ouais. T'as pas peur, là, avec le fait que justement vous explosiez tous géographiquement, que ça détruise cette communication? C'est un énorme risque. C'est marrant, parce que j'ai dit ça aux gars. Notre dernière réunion, j'ai dit, bon les gars, juste, je vous le dis, moi c'est mon rôle, je suis CEO, je dois être celui qui casse les couilles, qui soulève les tapis. Là, on s'en parle pas, mais j'espère qu'on se sait tous.
c'était facile à opérer la boîte parce qu'on vivait ensemble. Donc, on se croisait dans les couloirs et voilà, la communication est facilitée. Là, on va chacun vivre avec d'autres personnes, à distance. On passe de centralisé à décentralisé. Il y a un risque, je leur ai dit. Et on en est tous conscients. Et on va voir comment on manage ce risque. Mais ça va aussi parce que ça fait 3 ans qu'on voyage tous pas mal. Et donc, on opère déjà beaucoup la boîte à distance. On communique. On a trouvé une forme de communication qui fonctionne comme ça. Ok. Donc, ça m'inquiète moins qu'il y a 6 mois. Il y a un projet qu'on a eu en commun. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'est connus. Oui, Tu m'as envoyé un DM sur LinkedIn. C'est vrai. J'étais à Bali à cette époque-là. Qui est le projet de Revolt Train. Ouais. Donc, Freeland à l'époque. Freeland à l'époque, j'avais oublié. Ça a tellement changé de nom aussi, même les formations à l'intérieur ont changé plusieurs fois de nom. Ouais. Donc, pour ajouter du contexte, c'est une société qui apprend aux personnes des métiers du digital. Ouais. Donc, on a, nous, notamment collaboré sur l'aspect monteur vidéo. Ouais. Qu'on avait un positionnement avec Numadeo à l'époque vraiment autour du montage. Ouais. Et vous avez aussi développé le copywriting, l'assistana, le closing, je crois aussi. Ouais. Et le CM. Ouais. Dernièrement. Ouais. Comment ça s'est passé? Parce qu'il y a eu vraiment une hyper croissance. Ouais. Pendant 1 an, vous avez fait des chiffres de ouf. Ouais. Et où est-ce qu'en en est la boîte aujourd'hui? Ouais, sois pas gêné, on en parle tranquille de ce sujet. Hein. Genre... Ah, mais j'essaye de réfléchir comment l'introduire pour les personnes qui nous regardent qui connaissent pas. Ok. Pour ça. Donc nous, il y a 3 ans de ça, 2 ans et demi, 3 ans. Moi, j'ai cette idée au coffre de me dire, c'est marrant ce que font les infopreneurs. Ils le font avec, à mon sens, pas assez d'ambition, et qu'il y a moyen de créer une marque autour de l'apprentissage pour devenir freelance. Tous les employés qui veulent devenir freelance, pour moi, il y a une mouvance de fond qui vient des États-Unis et qui là se réveille en Europe. Et tous les infopreneurs le font, mais je trouve qu'ils le font en leur nom perso. Il n'y a pas de marque forte, il n'y a pas de WeWork, il n'y a pas de Airbnb. Et il y a moyen de créer une marque forte là-dessus et de prendre le marché, notamment international. Donc ça démarre, ça s'appelle Freeland. C'est la terre promise des freelances. On lance ça. Rapidement, on se rend compte que on est la première formation en France au montage vidéo. Au début, quand on lance, on fait des... Et alors, la thèse, c'était de dire, on prend le top créateur de contenu sur YouTube pour qu'il soit le prof de l'école en question. Donc, on avait une école de monteur vidéo, une école de community manager, une école de closer, et on voulait que ce soit le créateur de ton créateur de contenu préféré qui soit un peu l'égérie, etc. La vision a changé derrière. Mais nous, la vision, c'était ça. Ce qui était trop drôle, c'est que, je me rappelle, les premiers webinars qu'on fait, tu casserais ta tête de voir les chiffres. on investissait 3, 4, 5 000 euros en ads. Il y a des webinars, on faisait 100 000, 200 000 euros à la semaine. Et donc, ce qui fait que la première année, on affine un peu la vision, on monte l'équipe. Moi, à la base, j'avais rencontré Corentin, que j'avais mis sur ce projet-là. Je lui fais rencontrer Sacha, Ben, lui, il ramène Flo. Donc, ils sont 4. Donc, il y a eu tout ce temps-là pour construire l'équipe, affiner la vision, itérer un peu le modèle aussi, parce qu'on se rendait compte qu'avec les créateurs de contenu, en fait, ils captaient beaucoup de valeur, ils devenaient un peu relous et ils n'étaient pas si essentiels que ça dans les écoles, mais ça, on met du temps à le comprendre. Et la première année, on fait 2 millions de CA. Et à ce moment-là, Sacha est assez bien connecté via sa famille, etc., à des business angels et dit on veut lever des fonds pour accélérer aux US. Nous, on est trop contents parce qu'on voulait justement faire une école internationale. C'est une école... La vision du produit, c'était un campus virtuel. C'était ça la tech. Et donc, on se disait, voilà, le marché américain, il serait intéressant. Et donc, on lève 3 millions d'euros avec des super business angels, quelques family office. Et nous, ça fait 18 mois qu'on travaille sur le sujet. Donc, il y a une équipe, il y a du revenu, il y a une levée de fonds. Il devient indépendant. Parce que vous êtes beaucoup entre The Quest et Ils sont 4 aussi, de leur côté, ou 5 associés? Ouais, ils sont 4. 4 associés? Ouais. Ça fait 9 en tout? Oui, mais nous, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on n'est pas... The Quest est un associé, un actionnaire. Okay. Celui qui kickstart les 18 premiers mois, c'est le tremplin, tu vois. Mais derrière, au bout de 18 mois, on n'a pas vocation à rester en opérationnel. Donc, par exemple, si tu me demandes ce qui s'est passé sur la dernière année et demie à Freeland, qui est devenu Revolt Train, je ne le sais pas. Je le saurais parce que j'ai reçu des investor reports et en vrai, ils n'en ont pas fait assez et ils l'assument. J'ai fait quelques déj avec Sacha, mais à ce moment-là, nous, on a vécu un truc particulier et ça a été un apprentissage. Je vais pas tu vois, ça s'appelle Authentique, ton podcast, donc je vais dire ce qui s'est passé. Nous, à partir du moment où il y a la levée de fonds, on perd le contact avec les fondateurs. Il y a un côté, mon analyse
Et ça va, j'ai débriefé avec eux, on s'est détendu, c'est un échec et c'est pas grave. Je pense que ça leur a un peu monté à la tête. Peut-être que le costard était un peu grand, mais donc ça, j'en prends ma responsabilité. On les a peut-être lâchés trop tôt, je sais pas. Mais on a perdu le contact et donc on savait plus trop ce qui se passait. Et moi, à ce moment-là, je me suis dit, bon, je comprends. On avait beaucoup on était très présents les 18 premiers mois et je pense qu'ils avaient un peu envie de tuer le père et dire, on peut sans vous. Et je le comprends. Et c'était aussi ce qu'on leur demandait, de devenir indépendants. Et on a mal géré cette phase-là. Moi, j'essayais de prendre des nouvelles, mais on me disait, ouais, t'inquiète, tout va bien, on gère. On voulait pas trop m'en donner non plus. Et donc, on a perdu le contact. J'ai essayé de renouer un peu le contact. Et j'ai compris que c'était une boîte noire et qu'il y avait j'ai compris qu'il y avait un truc qui clochait. Mais moi, on me vendait on me vendait un, non, tout va super bien, on est super optimiste. Et un jour, j'ai reçu un appel donc c'était là, avant l'été 2024, pour me dire, les fondateurs, on est engueulés, on va se désassocier, il reste 1,5 million sur les 3 millions, on va les rendre aux invests. J'ai fait OK. Donc, les signaux faibles que je pensais voir, j'étais pas paro, j'étais pas parano, c'était réel, tu vois. Donc voilà, franchement, j'en veux à personne. Ils ont fait ce qu'une startup doit faire dans la plupart du temps, c'est mourir. On a notre part de responsabilité, si ce n'est que sur la dernière année, nous, c'était une boîte noire, on n'était plus aux commandes. C'était une super expérience, j'ai appris plein de trucs. Je pense que les gars sont brillants. Sacha Benamou ou Benjamin, le CMO, Benjamin Joliveau, je pense que les deux vont faire des très très belles choses à l'avenir. Je crois grave en eux et je serai là pour eux. Donc voilà. Voilà toute l'histoire. Incroyable. Merci en tout cas. J'ai dit la vérité. D'avoir partagé en toute transparence l'histoire, mais moi, tu vois, je la connaissais pas. C'est juste que une des personnes qui travaille chez moi, qui bossait sur le côté community management, m'a appelé il y a 3 semaines en me disant, ah putain, ils arrêtent, du coup moi je veux lancer mon truc. J'avais aucun autre contexte là-dessus. Donc j'espère que de leur côté tout va bien quand même. Et tu penses que avec la maturité que tu as aujourd'hui, avec The Quest, en leur faisant passer ta matrice, tu aurais pu éviter ça ou pas? Non. C'est marrant, il y a quelques semaines, je prenais un café avec Boris, pareil, qui est partenaire dans un fonds d'investissement qui s'appelle Partech Ventures, qui me disait que 30%... Alors, eux, ils investissent en Seed et Série A, donc à des stades plutôt de maturité. Ils ont quand même 30% des échecs de start-up à cause d'engueulades entre cofondateurs. Quand les gens ont décidé de se désaligner alors qu'ils étaient alignés, tu peux pas faire grand-chose. Et moi, tu te doutes bien, quand j'ai reçu les appels, j'ai dit non mais les gars, on va trouver des solutions. Je suis sûr je peux arbitrer, on peut mettre un conciliateur, on peut mettre tout sur la table. Mais le nœud était trop grand pour le démêler, très concrètement. J'aurais aimé qu'il soit démêlable. Nous, il faut aussi comprendre, hein, c'est une ligne dans notre portfolio on est les plus gros perdants dans cette histoire. Nous, on a investi 12-18 mois de notre temps et de notre cash parce qu'on payait les factures pour 0 €. On a touché 0 € de Revoltrain. J'ai fait gratuitement. Donc, tu vois, les invests qui ont mis dans la levée de fonds seed, ils vont récupérer une partie de leur montant. Nous, on va toucher 0. Donc, on est les plus gros perdants dans cette histoire. On n'a pas eu de salaire, on n'a pas eu de dividende, rien, 0. Donc, on est perdant. Donc, moi, je prends ma perte. Et j'essaie de la prendre avec le sourire en se disant, c'est le propre des startups, faut pas leur en vouloir. Ils ont joué, ils ont perdu, on a joué, on a perdu. Et tu supprimes la ligne et tu te dis, par contre, qu'est-ce que je peux apprendre pour l'avenir ? Et ce que je peux apprendre, c'est que, ce qu'on a appris, c'est qu'il ne fallait plus créer 3 startups par an, il fallait passer à 10. Parce qu'en fait, structurellement, ce genre d'histoire, on va en avoir. C'est propre aux startups. Tu vois, Boris de Partech me l'a confirmé. N'importe quel fonds d'investissement incubateur pourra le confirmer. Le plus gros problème, c'est les humains. Et donc, il va y avoir des fondateurs qui s'engueulent. Donc, il faut faire plus de volume de startups. Voilà ce que j'en tire comme apprentissage. Hyper intéressant, c'est ouf le chemin et comment, du coup, on revient à ce que tu disais au début du podcast sur la méthodologie que vous avez mis en place avec The Quest et qui, en fait, c'est le résultat de ces 4 années de complications et de réussite et d'échecs. Avant de finir, j'aimerais échanger avec toi plus sur l'aspect, pas perso, mais sur l'aspect un peu comment toi tu gères ton temps en tant que CEO The Quest, vu que tu as 40 boîtes sur lesquelles tu travailles. Le CEO de The Quest, Maxime, qu'est-ce qu'il fait au quotidien? C'est quoi sa semaine type un peu Il essaye de s'en sortir. Il essaye de sortir la tête de l'eau. Il a le temps pour faire un podcast de 2 heures. Ouais, il faut. Alors, sur l'année 2025, tu vois, on doit faire encore plus de détection, donc je dois faire plus de com. Donc, tu fais partie du genre de priorité qui passe devant le reste. Mes associés font beaucoup moins de com, donc là, si j'ouvre le Slack ou le WhatsApp, c'est très actif. Ils sont avec les entrepreneurs, ils bossent, tu vois. C'est la chance qu'aussi on a d'avoir une équipe.
Comment moi j'organise mes journées? Déjà, tu snooze. Ouais, déjà je snooze un peu. Après, moi je suis plutôt un couche-tard, tu vois. Je me couche sur les coups de 2h du matin. Donc quand le réveil sonne à 8h, en général, je le repousse jusqu'à 9. À 9, je me lève, je prends mon ordi. Et le matin, ça dépend. Ça peut être des tâches de fond. Il faut que je délivre pour des entrepreneurs, leur faire des mises en relation. Je dois leur produire quelque chose. Voilà. Ça peut être de la création de contenu, post LinkedIn, etc. Ça peut être, tu vois, on va avoir une grosse période là, de levée de fonds en janvier-février 2025. Mais en général, le matin, moi, c'est tâches de fond, globalement. Okay. Et le midi, j'ai des déj avec nos entrepreneurs, avec des jeunes entrepreneurs qui ont postulé et qu'il faut que je rencontre, avec qui j'ai eu un bon appel, mais qu'il faut que je confirme ça en présentiel. Ou avec des investisseurs, ou avec, voilà, j'ai des déj. Et l'après-midi, c'est souvent pas mal d'appels de candidature. C'est toi qui fais encore tous les appels? Ouais. Ouais, tu sais, quand tu donnes 10 chèques de 100 000 euros par an, faut pas te tromper. Et donc, c'est encore moi qui le fais, ouais. Tu penses jusqu'à quand tu vas continuer à le faire? Je sais pas. Quand j'aurai réussi à apprendre à quelqu'un à avoir cet œil pour détecter qu'est-ce qu'il y a un jeune avec un gros potentiel et qu'est-ce qu'il y a un jeune avec pas un gros potentiel. J'ai pas encore réussi. C'est un specific knowledge. Donc, l'après-midi, c'est des calls. Je fais beaucoup de calls tout l'après-midi. Okay. Ouais. Et le soir, j'ai soit un dîner pro, soit je dîne avec ma copine, soit je vois mes potes. Et en général, je rentre à 22h et de 22h à 2h du matin, je retravaille. Et là, c'est temps plus calme, donc je gère beaucoup de notifs de la journée pour me mettre inbox 0. Et la nuit, j'ai des idées créatives qui pop, donc je refais de la création de contenu, j'écris des trucs, tu vois, je fais ce genre de trucs, voilà. Un artiste, un peu. Un peu, ouais. Je pourrais pas faire une start-up, moi, justement. Je pense que je suis trop artiste. The Quest, c'est artisanal, c'est une sorte d'école, ça va pas scaler, ça peut grossir, mais ça va pas scaler. Et je saurais pas gérer une boîte qui scale. Je suis pas l'athlète de haut niveau, tu vois. Moi, je suis l'artiste. Et j'ai besoin de chaos et j'ai besoin de pouvoir me réveiller à l'heure que je veux. Je suis pas heureux si je suis un robot. Tu vois, Panam, mon associé, ouais. On est à l'antipode. Lui, il a besoin d'un cadre, il aime pas le chaos. Et c'est ce qui fait aussi notre force. Vous complétez. Ouais. Et on est tous différents. Les 5 cofondateurs, on est tous très, très différents. Mais je pense que Panam, il a une mentalité d'athlète de haut niveau. Moi, je suis un artiste. Et justement, vous êtes 5. C'est une question que j'ai oublié de poser, mais qui fait quoi? Comment vous organisez? On a pas mal changé. L'année dernière, on a testé une organisation en funnel où donc moi, je faisais la détection et j'onboardais les talents et je faisais la phase un peu d'itération sur l'idée avec eux. Donc les 3 premiers mois. Ensuite, Robin prenait pour 3 mois et Robin, il faisait la partie unité économique, business model, stratégie, go-to-market. Voilà. La partie plus pragmatique de build something people want, tu vois. Okay. Et après, tu avais Adam et Julien qui reprenaient 3 mois pour faire le go-to-market, le marketing, commencer à trouver les 100 premiers clients. Et après, Panam était là dans la structuration, automatisation des process, etc. C'est un funnel qui marchait bien, mais qui ne va pas nous permettre de faire 10 par an. Et donc, on va rétro-pédaler sur ce qu'on faisait par le passé, qui nous a bien réussi aussi, qui est chacun des cofondateurs est le champion chaque année de 3 projets. D'accord. De 2-3 projets. 2,5 exactement. Donc, tu vois, on est 5. Et on va chacun suivre pendant 1 an 2,5 projets chacun. Un référent, quoi, tu disais avant. Un référent, exactement. Et maintenant, on fonctionne en duo. Ça, c'est un truc qu'on a appris. C'est qu'en fait, il y a un référent, ce qu'on appelle un champion, et un follower, un helper, un deuxième. Et donc, on fonctionne en binôme. Parce que le binôme, on a remarqué que quand tu vois, Revoltrain, je les ai suivis un peu seul, en vase clos. Et donc, je faisais des feedbacks aux gars, je leur expliquais ce qui se passait, etc. Eux, ils étaient sur d'autres dossiers. Mais je pense qu'on aurait évité beaucoup d'erreurs si je l'avais fait en duo avec, par exemple, Robin ou Julien ou Adams ou Panam, et que l'helper me challenge en disant, écoute, toi, tu le kiffes, ton poulain, parce qu'on les appelle comme ça, The Quest Hippodrome, on investit sur des poulains. Il y a un peu d'émotionnel aussi, du coup. Il y a de l'émotionnel, et parfois, tu vois pas les angles morts, et tu as la tête dans le guidon comme les entrepreneurs, et donc l'helper t'aide à dire, attention, il y a ça. Et en fait, tu te challenges, tu fais ping-pong, bon, qu'est-ce qu'on va faire pour eux cette semaine pour leur changer la vie? Et à 2, c'est plus facile. Ouais. Alors que penser tout seul dans ta tête, donc on fonctionne un peu en duo maintenant. Ok. Et sur un volume de 10, donc voilà notre donc métier. Tout le monde fait un peu tout, quoi. Ouais, tout le monde fait un peu tout. Il y a un référent plus en interne entre vous, par exemple sur le market, Panam sur les process, toi sur, je sais pas. Si je suis limite, on est maintenant, ça fait 5 ans qu'on le fait, sur les 12 premiers mois, le cycle d'une startup, on sait à peu près tous tout faire. Okay. Mais ce qui est sûr, c'est que demain, s'il faut penser une OP de com créative buzz, je sais que dans l'équipe, ils vont m'appeler. Moi, je touche pas un Airtable.
S'il y a une histoire de process, outils, j'appelle Panam. Zapier. S'il y a un sujet de go-to-market, c'est Adam, c'est Julien. S'il y a un sujet de stratégie économique business, c'est Robin. Et donc, on se consulte sur des zones de génie, mais on a chacun... Et en fait, on est en concurrence. C'est structuré comme un partnership d'avocats. C'est-à-dire, on a chacun nos clients, et à la fin de l'année, on fait les comptes. On dit, OK, toi, tu as suivi 3 startups, moi, j'ai suivi 3 startups, lui a suivi 3 startups. Qui a fait les meilleures startups? Il y a une compétition positive, en fait. Ok. Voilà comme Qui ça gagne fonctionne. en ce moment? En ce moment, Robin, il est fort. En ce moment, Robin, il est très fort. Plus, hein. Hein? Peut-être lui en donner plus, hein, je pense. Toi, Non, faut pas le cramer, il faut que les autres se réveillent. Et est-ce que du coup, vous faites mentorer? Tu vois, vous Ouais. mentorez des gens, mais est-ce qu'il y a des gens au-dessus de vous qui Ouais, bien sûr. vous aident? Comment Ouais, tu bien sûr. choisis ces gens-là? En fait, moi, c'est via mes déj. En fait, j'essaie de déjeuner avec des gens qui sont beaucoup plus expérimentés et forts que moi sur des sujets. Et j'essaie que les déj soient productifs et que j'apprenne des choses. C'est pas cadré comme genre un call toutes les semaines. Non, Panam, je crois, a un mentor américain, plus un mentor sport. Il aime bien ça, lui. Moi, pendant longtemps, on peut dire, Ous a été mon mentor. Tu vois, je faisais un better call Ous par quarter. J'en fais moins là parce qu'en fait, j'ai mieux compris le jeu auquel je jouais, comment le faire, etc. Et maintenant, WhatsApp avec Ous. Mais moi, je préfère les déj pour apprendre, ouais. T'as une structure de déj un peu ou t'y vas en mode artiste? Ah non. Ouais, j'y vais en mode artiste et je vois. Et après, c'est juste que je pose beaucoup plus de questions que la personne en face. Ok. Ce qui me permet de sortir avec le déjeuner. Même si j'ai payé, je suis sorti avec beaucoup plus de valeur que lui. De valeur de savoir. Ouais. Voilà. Bah, merci en tout cas pour cette transparence, pour ton authenticité. Plaisir, j'espère que j'étais à la hauteur. Merci à toi, mec. T'étais très largement à la hauteur. Et d'ailleurs, est-ce que tu aurais une recommandation d'une personne à la hauteur pour un épisode prochain que je pourrais inviter dans ton réseau? Le concept du podcast, c'est authentique pour juste un échange authentique à la legend, comme tu m'as dit. C'est ça? Exactement. Qui a une histoire de zinzin? Bientôt, il y aura le authentique sur le mur. Franchement, celui qui va te régaler en podcast, qui a une énergie, tu vas voir, et qui en plus fait un projet intéressant, qui a encore plein de challenges, et vous allez pouvoir parler en transparence de ces challenges, Tom de Merci Internet. Ok. Franchement, tu vas te régaler, je pense. Bah, grave chaud. Et il est super jeune, il a une énergie débordante, il est fan de Bernard Tapie. Ok. Tu vas te régaler. J'ai la même coupe en plus. Ouais. En arrière. Tu vas te régaler. Vas-y, trop chaud. Bah, abonnez-vous du coup si vous voulez voir le prochain épisode avec Tom. Et d'ailleurs, les prochains épisodes qui sortent dans 2 semaines, parce que toutes les 2 semaines, il y a un épisode qui sort. Merci à toi, Maxime, encore. Merci, mec. Et let's go. Bon courage pour cette année 2025. Let's et go. sur le scale de ta personal brand et, Bon courage et The Quest. à toi pour les US. Allez, feu. À plus.